1, 2, 1, 2. Ah, ok, c'est bon, ça marche. Petit souci de son, je pense que c'est lié au fait que j'ai host, peut-être à changer de réglage et tout ce week-end. Salut tout le monde, bienvenue sur mon petit stream du lundi de 18h à 20h. Peut-être qu'on ira un peu plus loin, peut-être qu'on ira un petit peu avant, on verra. Ou ce soir, on va faire un petit débrief justement de ce merveilleux week-end où j'ai pu faire mes premiers casts avec la team des Exalts. Vous avez besoin de quelqu'un pour host et pour cast, parce que c'était pas très nombreux. Du coup, moi, ça m'a arrangé parce que je voulais me prêter à cet exercice. Et j'aime beaucoup ça. Du coup, bah voilà, j'ai pu les dépanner et cast mes premières games avec notamment Marco, Sawa et Joli Rouge-Gorge. C'était vraiment bien sympa. Bon, je suis pas non plus professionnel, j'ai pas la même expertise que ces grands joueurs, ces grands casters. Mais j'avais ma vision peut-être un peu plus newbie, on va dire, du jeu. J'ai pas cette expérience, donc peut-être que justement ça a permis d'apporter des réponses à ceux qui n'ont pas la vision vraiment pro, analyse et autres, de voir que moi je pense peut-être comme eux, etc. J'ai fait quelques petites erreurs, mais parce que j'étais focus aussi sur la régie où à un moment donné je parlais de sabotage qui allait coûter plus cher grâce à Coreas, mais en fait ça marche pas. Des petits trucs comme ça, mais c'est parce que j'étais un peu focus sur la régie en parallèle pour être sûr de pas me foirer et tout. Donc forcément j'étais pas concentré sur ce que je disais à 100%. Mais en tout cas j'ai vraiment apprécié Cast. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien refaire. Donc, aussi les appels aux exaltes, si jamais vous avez cherché du monde encore, moi je suis dispo. J'ai vraiment plus envie de me focaliser sur ce côté-là. Même les altericis, s'ils font des tournois qui ont besoin de casters, je suis complètement dispo. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de faire et peut-être même de m'orienter plus vers du cast de ce genre-là. Parce que je sais que compétitivement parlant, je suis loin d'être le meilleur et même si je suis mauvais, je sais jouer des cartes, je sais anticiper des choses, j'ai pas toute cette connaissance et j'ai pas forcément le temps de me mettre dans le jeu à 100% pour apprendre que toutes ces cartes là sont jouables, etc., que cela coûte 1 machin, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça que sur BGA j'ai plus de mal à progresser que certains, parce que du coup ces personnes là connaissent un peu toutes les cartes qu'il y a dans tel ou tel match-up, dans tel ou tel deck ou telle et telle faction. Du coup ça aide énormément pour progresser. Moi je n'ai pas, et ce que je n'ai pas le temps de faire en vrai, parce que ceux qui ne savent pas, personnellement j'ai une association de jeux de société, les Aris Orangis, donc il y a des choses à gérer avec cette association. Elle me prend déjà potentiellement 2 jours par semaine, alors je n'y vais pas forcément les 2 jours, mais on est ouvert le mardi, le vendredi. Je rentre chez moi, il est 17h passé, derrière je me lève le lendemain à 5h tous les jours quasiment. Donc ouais, j'ai quand même peu de temps pour moi pour vraiment vraiment me concentrer sur l'aspect compétitif du jeu. J'aime faire de la compétition, je pense que les petits tournois boutiques, je continuerai de les faire. Peut-être moins qu'avant, mais je continuerai de les faire parce que j'aime ça, j'aime rencontrer les gens, voir les decks qui marchent et tout. Et puis même en temps pour caster, il faut connaître les méta et autres. Mais ouais, voilà, je pense que les compétitions à haut niveau, je pourrais pas les faire. Peut-être que je ferai des gros tournois si je suis en tant que caster, je ferai peut-être encore les gros tournois qui existent. Mais c'est vrai que je préférais presque être caster, sincèrement, pour le jeu. C'est un domaine que j'aime bien. De par le fait que je suis dans une association où justement on fait de la présentation de jeux, de société et autres, j'aime cette communication qu'on peut avoir avec les gens ou avec d'autres personnes avec qui on cast. Donc je pense être assez à l'aise avec ça. Mais du coup, ouais, c'est quelque chose, un exercice que j'aimerais bien pouvoir continuer de faire. Peut-être plus souvent. Vraiment cool. Donc à voir avec... peut-être que j'entrerai en contact avec typiquement Caleb qui m'a proposé aux Exalt et autres, à Aran pareil s'ils veulent encore de moi. Je pense qu'il m'a proposé déjà pour potentiellement celle de janvier, donc il y a des chances que je sois encore présent. Et non, vraiment c'était cool.
c'était cool. Une bonne expérience. Bien apprécié. Même l'avant, le fait de préparer toutes les scènes et autres pour être prêt à host et à cast et à bien préparer mes touches de Stream Deck pour que ça soit plus fluide pour tout le monde. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et voilà. Le tournoi était cool en plus. Des petites surprises. Je suis un peu déçu que la Nevenka soit pas encore allée un peu plus loin parce que franchement, j'avais kiffé l'avoir joué. C'est rare de voir une Nevenka et le fait qu'elle puisse éliminer déjà Skycryer, enfin, elle l'a pas éliminé, mais elle a battu Skycryer. Le fait qu'elle puisse battre Skycryer, c'était vraiment fou. Contre un Afanas du coup, quoi. C'est vraiment pas mal. Et voilà, et franchement, c'était vraiment cool de faire ça. J'ai vraiment bien apprécié. Et je vais tout faire pour que ça continue. Je pensais, donc aujourd'hui, là il y avait ce petit débrief rapide de premier cast. Mais je pensais aujourd'hui qu'on allait peut-être débrief les matchs, enfin les decklists un peu des 8 finalistes. Salut Sixpool. Donc on allait débrief les decklists des 8 finalistes. Voir un peu ce qu'il y avait, même s'il y a beaucoup de choses en commun, notamment au niveau des Sigismar. Et puis qu'après on parlerait en deuxième temps peut-être de futures idées que j'aurais envie de faire sur la chaîne ou en tout cas pour la chaîne. Sur YouTube, Twitch, Insta, TikTok, bref. Ce genre de réseau. Tous les réseaux. Du coup les decklists. On va voir ça tout de suite. Les 8 finalistes déjà. Qu'est-ce qu'on va regarder d'abord? On va regarder un peu la répartition des decks du tournoi. Des célébrations. Donc on voit que la Sigismar est fortement représentée. Hein. On a 16 Sigismar sur... c'était combien de joueurs? C'était une quarantaine de joueurs, je crois. 40-44 joueurs, un truc comme ça. Salut Horace Prod. Donc ouais, 16 Sigismar, c'est presque une moitié de... C'est presque un 50% de decks représentés. C'est violent. On avait pas mal d'Afanas aussi. Donc, ils sont très représentés, mais quand même moins que Sigismar. Et merci pour le follow, Horace. Donc, 8 Afanas. On avait quand même quelques Akesha, des Teja aussi. 4 et 4 pour chacune. Alors que les Akesha, c'était un peu plus rare à voir, mais en effet, c'était pas mal représenté. C'est eu pas mal de représentations d'Akesha. Ils ont moins perfait. Du coup, c'était les decks un peu célébration. Donc, l'idée, c'est de... Entre passionnés alterne, normal. Merci. Donc, l'idée des célébrations, c'est vraiment... Je tempo la partie le plus possible. Je mets mon permanent 4 gear qui coûte 8. Et après, derrière, j'enchaîne des jours de célébration pour empêcher les avancées d'expédition. Et là, normalement, mon adversaire ne joue ou n'avance plus, quoi. Il va pouvoir jouer des cartes, il va pouvoir gérer le permanent, peut-être piocher pour essayer de trouver des solutions ou autres. En tout cas, il est plus censé avancer et on cycle tellement vite son deck que derrière, après, sur le long terme, on est censé être gagnant. Surtout, on va faire du petit pas, célébration, petit pas, célébration. Et on va cycler comme ça, C'est une mécanique que j'aime beaucoup, je l'ai testé en live et j'ai adoré. C'est pas assez performant à l'heure actuelle, ou alors il y a peut-être que le deck n'a pas encore trouvé la manière d'être compétitif ou super compétitif. Il reste compétitif hein, sur certains match-up, mais c'est plaisant à jouer. J'aime bien le fait de dire ok, tu vas avancer petit à petit, moi je vais pas avancer. Par contre, à la fin, si tu gagnes pas suffisamment vite, c'est moi qui gagne, quoi qu'il arrive. Vraiment, c'est vraiment plaisant. Du Trace, alors moi je m'attendais à avoir plus de Trace que ça, parce que normalement Trace est censé, maintenant qu'il n'y a plus Waroo, est censé être plus performant, mais peut-être que les decks ont été construits autour de Trace justement, autour de Trace et Sigismar, parce qu'on sait que Sigismar allait être représenté. Je pensais en tout cas que Trace allait être plus représenté que ça. Donc je pense que les decks ont été construits autour de Trace pour contrer Trace. Et d'ailleurs, on le verra, mais il y a Spiritus qui a gagné le tournoi, avait une carte anti-Trace, complètement. Elle était vraiment ouf sa carte. Une seule Nevenka qui a donc été a passé le top cut, donc est passé top 8. Et qui a... Je sais pas si elle a pris le premier match, non, je crois qu'elle a perdu dès le premier match. Peut-être. Non, elle a passé le premier match, il me semble.
parce que je l'ai casté en deuxième match. Donc elle a passé le premier match et elle a été éliminée en top 4 du coup. Donc une Nevenka qui a fait top 4, c'était la seule représentante et elle a fait un taux de conversion de 100% vu qu'elle a passé le top 4. Fen, mon héros de cœur, malheureusement qui n'est pas passé. Beaucoup moins de Fen qu'avant. Reste le gros problème, c'est que la condition principale pour être sûr de gagner, c'est les havres. Oui, ça c'est sûr que c'est la condition principale, mais après c'est censé recycler à mort aussi, hein, parce que ça ravitaille. Et en plus, une fois que tu as ton pouvoir activé, normalement, moi pour avoir joué contre des Traced où je jouais... qu'est-ce que je jouais? Oui, je jouais Fen typiquement, avec des uniques qui ravitaillent pas mal, il tout cyclait plus son deck que moi. J'étais là, je dis mais attends, moi j'ai un ravitaillement naturel des tours 1, je joue des Esmeralda pour ravitailler, je joue des Aloe Vera pour ravitailler, et c'est un ravitaillement naturel, enfin, et malgré ça, il voit plus de cartes que moi. J'étais là, je dis mais trop fort en fait. Donc ça cycle bien, donc normalement c'est que ça a les moyens d'aller chercher ces havres. D'autant plus que les havres ravitaillent. Oui, mais vu que tu sais, tu gardes toutes les cartes de sabotage, mais oui, les joueurs... Ouais. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que tu peux toujours le gérer tout de sabotage ou autre, mais oui, ouais, c'est reste compliqué, mais je pense qu'en effet, c'est pour ça que du sabotage a été rentré, c'est pour ça que des gestions de permanence sont rentrées, parce qu'on sait que si on gère un havre, c'est compliqué, mais ça reste fort si jamais ça sort banger. Moi, je connais une personne dans ma boutique qui joue Trest et il a des sorties souvent banger. Il a même fait d'ailleurs 2 top 1 sur 16 joueurs, malgré qu'il y avait des Warou même des fois en face. Donc, il est très bon joueur et son Trest est vraiment optimisé. Il cherche des uniques d'ailleurs qui ravitaillent à chaque fois, hein, pour pas cher. Donc, ça lui permet de faire des sorties banger, quoi. On avait parlé d'ailleurs en live lors du cast, mais il a même... Je crois qu'il avait même acheté ou envisagé d'acheter, pas cher, une méduse lunaire qui dit qu'en effet flèche il ravitaille, et en plus si la méduse est sacrifiée, il ravitaille derrière. C'est fort. 2 ravitaillements au tour 1 peut être violent, sachant que c'est une carte qui peut coûter 1 à rejouer derrière, si potentiellement, ou au moins il va pouvoir rejouer une carte derrière. Waouh. Pour te dire, mon deck maintenant on n'a même plus de décharge de Kelon, car c'est trop cher et ça sert exclusivement sur Traced. Ouais. D'accord. Ouais, mais du coup, ça veut dire que t'es hyper sensible à un match-up Traced. Mais oui, s'il y a moins de Traced qu'avant, en effet, c'est peut-être plus utile de les avoir. Après, les décharges de Kelon restent quand même forts sur un one-off festival ou un mec qui a une condition secondaire de festival. Pas négliger le festival, hein. Vraiment pas négliger le festival. Ou alors mettre un boom ou quelque chose, mais faut pas vraiment pas négliger le festival. Moi, typiquement, je suis joueur de festival. Ça veut dire que tu joues les sauts adhésifs, mais du coup tu prends un slot de rare en plus, alors que ton... Ah oui non, pardon. Non, tu t'es hors 10 du coup. Tu joues hors 10. Ah oui, c'est ça, tu joues Sigismar, ok. Ok. C'est pour ça. Ok. J'ai pas tilté que tu joues hors 10. Mais en effet, si tu joues hors 10, le saut adhésif est largement suffisant. Le seul inconvénient, c'est que si jamais le havre en main, tu peux pas le gérer, quoi. Il va le jouer, il va pouvoir activer son pouvoir de tresse, la mettre en réserve, la rejouer depuis la réserve. Il aura pioché une carte, il ravitaillera derrière. Et là, t'auras plus de quoi les gérer. Tomber amoureux sur Exalted. Il y a beaucoup qui est mort 10. Moi, très franchement, si il y avait pas autant de monde qui joue hors 10, j'aurais joué hors 10. En fait, j'aime pas jouer ce que tout le monde joue. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien être dans les à côté. C'est pour ça que j'ai joué Fen Festival, qui n'est pas forcément le Fen qui était le plus représenté, mais j'adorais cette mécanique de dire ok, j'ai une condition de victoire, c'est Festival, je peux gagner aux expéditions, mais c'est pas ma condition forcément principale, mais j'arrive à gagner aux expéditions, et le tour où même si je joue Festival comme le gère derrière, je peux essayer de prendre des expéditions, bref. J'aime beaucoup les decks à côté, et c'est pour ça que chez Ordi, si je dois jouer un personnage à un moment donné, ça sera Gulrang, je pense. Mais moi j'ai joué beaucoup à Magic. Et dans Magic, mon premier deck j'ai essayé de faire des decks souvent qui tournaient dans ce thème-là, c'était soit gagner des points de vie, ce qu'on peut pas faire Altered vu que Altered, il n'y a pas de combat, soit jouer full jeton. Et mettre plein de petites créatures ou même des grosses créatures, mais je veux pulluler tout le terrain de petites créatures.
Moi, pour le coup, pareil, mais le hasard a fait que c'était le meilleur deck, ouais. Ouais. Le gameplay m'a vite saoulé. Ouais, moi, le problème que j'ai avec Moona pour le moment, c'est qu'il y a peu de pioches, ou alors la pioche qu'il y a, c'est de la pioche qui fait piocher ton adversaire aussi. Et je suis pas fan de ça. C'est le jour où il y aura plus de pioches dans Moona, le fait de voir le gameplay, je tank, et en plus je fais piocher moi de mon côté et pas toi, ça sera intéressant. Hâte de voir le set 2 aussi, clairement. Sinon, donc il y avait encore un Bazira, il y avait un Rin qui jouait Festival, on avait 4 déjà qui ont fait un 50% de taux de conversion, parce qu'ils sont tous passés top, il y en a 2 qui sont passés top 8, ont été éliminés dès le premier match, mais au moins, enfin des Teja ont un peu performé, ils sont passés top 8 quoi. Et un Arjun qui malheureusement a fini en 2-3, c'était Caleb. Je pense que ça va changer pour le coup, je resterai cœur sur mon Sigismund. De toute façon, on va refaire un tour un peu de tous les Icebound, notamment les transfuges, les rares qui ont été dévoilés. Pour voir ce qui est intéressant dans quel deck et autres. On va repasser un peu, je vais regarder d'ailleurs s'il n'y a pas eu des nouveaux spoils, mais je crois pas, j'ai regardé tout à l'heure, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de nouveaux spoils, ok. Donc voilà, ça c'était la représentation de tout le tournoi en termes de deck. Ça c'était le top 8. Donc le top 8, on voit qu'il y avait un Sigismar, 3 Sigismar, pardon, 2 Teja, un Afanas, une Nevenka et une Tresse. Il y a quand même une Tresse qui a réussi à performer. Donc ça veut dire sur 2 Tresses de présentes, il y en a une qui est passée, donc 50% de taux de conversion. C'est pas mal. On voit que une fois que le top 8 est passé, il restait plus que 2 Sigismar, une Nevenka et une Afanas. Donc la Nevenka a réussi à éliminer une Teja. Et il y a un Ordis qui a été éliminé, donc c'est Claydus qui a été éliminé via Brian en Sigismar. Puis derrière, Nevenka a malheureusement perdu. Alors elle a eu... Il y a eu des petits loups. Je sais pas s'il y a eu des loupés ou s'il a joué un dé qu'il aurait pas dû jouer. Mais à un moment donné, il a joué un dé alors qu'il prenait les 2 expéditions. Il a ciblé son unique, c'était pour remonter un spell qui était en réserve, parce que ses uniques faisaient que... on les verra peut-être tout à l'heure, j'ai les decklists. Quand il lance un dé, il remonte un spell une carte, c'est même pas un spell, c'est une carte de sa réserve dans sa main. En fait, il voulait remonter son entraînement magique, sauf qu'il fait 1, malheureusement, et il n'avait pas de martingale sur le terrain, donc pas de plus 1 sur le dé, donc c'était 1. Et du coup, sa carte part en réserve et il donne une expédition à son adversaire. Alors qu'il avait un 2-0. J'étais là, je dis, mais pourquoi il a fait ça? J'ai pas compris l'objectif de ça en fait. À part de remonter le spell, ok, pour pas perdre une carte en réserve, mais là, t'as 2 expés d'avance, sachant qu'il avait déjà 2 expés d'avance, je crois. Soit il avait fait 2-1 au premier tour, soit il avait fait 2-0 direct et il refaisait un 2-0. Je dis mais c'était quasiment la game derrière. Et en fait là je pense qu'il perd la game là-dessus, parce que du coup en donnant une expédition, son adversaire prend moins de retard et après il a pu s'établir et tout. Alors qu'après il avait le petit pas en main, il a juste à faire du 1 pour 1, du 1 pour 1, du 1 pour 1 et il gagnait quoi. Et là malheureusement, à cause de ce 1, il a perdu. La première game en tout cas. La deuxième game par contre ça a été un no match. Brian s'est bien pesé et il a joué. Donc ouais, non, vraiment pas mal. Et donc Spiritus qui était passé avec son Nord 10 et derrière Spiritus a gagné le tournoi Excel. Donc Spiritus, personnellement je le connais parce que c'est une personne qui va dans les 2 boutiques où je vais jouer, donc il est pas loin proche de chez moi d'ailleurs en plus. Quelqu'un de très bien et je suis content qu'il ait gagné. Je savais même pas qu'il avait rejoint les Exalts, parce que c'est un Exalt maintenant, mais il m'a dit que ça faisait 2 semaines. Et franchement, je suis content qu'il ait gagné. Après, il a eu beaucoup d'uniques prêtés. Il y avait des uniques très fortes. Hein. On va les regarder tout à l'heure. Mais ouais. Son unique qui coûte 1 de la main, 1 de la réserve, qui a alors 0 de ça, donc ça fait rien, mais qui, à chaque fois qu'on joue une carte non jeton ou un jeton, plus un effet de conseil, ça veut dire que l'expédition en face, on déclenche pas les pouvoirs. Et ça, c'était sa carte qui lui a permis de gagner contre Trest. Ce qu'il l'a dit dans l'interview. Contre Trest, il était pas serein. À cause de ses havres. Et en fait, le fait qu'il ait cette carte-là et qu'il ait pris de l'avance au début, il a pu gratter 2 expéditions comme ça. C'était monstrueux. Quoi. Et il a gagné grâce à ça d'ailleurs. Il l'a dit à la fin, il dit si j'ai gagné, c'est parce que j'avais cette unique qui était game changer contre 13, quoi. Anti-havre. Donc vraiment très fort. Donc le tournoi était vraiment cool, il y avait des petits decks. Il y a pas, comme disait Caleb, à part cette unique-là qui était vraiment ouf, on n'a pas vu d'unique qui était waouh, c'est la meilleure, elle est pétée. Oh, je ne fais que passer. Salut Davelf. Dommage. Je vais parler de mes projets après qui pourraient te plaire.
Des idées de projet en tout cas que j'ai en tête. Donc ouais, donc voilà, le tournoi vraiment très très cool. Très très cool. On va faire un petit tour sur les decklists. Alors ça c'était la représentation à la fin. C'était la représentation à la fin, donc 3 Sigismar, un Afanas, un Trest. J'ai fermé la decklist, c'est dommage, j'ai fermé les decklists. Et sur les Exalt, on va récupérer le Celebration. Ok. Voilà, donc les decklists. On va aller voir celle de Spiritus, qui est le gagnant. Hein. On va commencer par lui directement. Hop là. J'espère que la qualité va pas être pourrie. Donc, au niveau du Sigismar, bon, c'est assez commun, on va dire, à part ces alchimistes qui commencent à rentrer. Je regarderai la rediff. Ça marche. C'est Kadir qui commence à rentrer dans les decks qui n'étaient pas forcément très présents avant. Mais qui, comme le disait Caleb, en fait, c'est presque mieux que le Havre. Non, la Gardienne du Havre ou je sais pas quoi. Celle qui a 4-3-4. Là, en fait, du coup, c'est du 4-4-4 pour le même prix. Et après, derrière, c'est un après-vous. Donc, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et pour une rare aussi. Donc, en vrai, c'est clairement mieux. Les Baba Yaga pour de la pioche. Les Ordis Atoniae pour de la pioche aussi. Beaucoup d'après-vous, très peu one cost. Exactement, c'est mieux pour les après-vous. De toute façon, on veut des faibles coups. Hein. Le maximum de coups, c'était 3, il me semble. Hein. Ozma pour de la pioche encore. Beaucoup de chargés. Il avait beaucoup de... pas tant que ça, mais il avait quand même 9 sorts. 9 sorts. Plus un grand projet. Le grand projet qui lui a fait une game à un moment donné, il me semble. Hein. Il l'avait joué. Il l'a joué. Il avait un peu d'avance. Et en fait, même avec tous les calculs, d'ailleurs, c'était contre Neuro. On l'a vu enfin. Où en gros, Neuro avait un peu de retard et lui, il avait le grand projet positionné. Et en fait, Neuro calculait, en fait, il pouvait prendre 2 XP, Neuro potentiellement, mais même en prenant 2 XP, comme Spiritus était collé avec le grand projet, il gagnait, et puis il avait pas de quoi gérer le grand projet, donc le grand projet a fait le taf, mais il a qu'en one slot. Sigis, c'est max des petites cartes et quelques grosses pour break. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais là, pour le coup, lui, c'est vraiment que des petites cartes, il n'y a même pas d'IC Talk, il n'y a rien, c'est 3 maximum de coups. Hein. Il n'y a pas plus. Même c'est unique, hein, c'est 2, 1, 2. Tu vois, je me tâte pour la procuratrice. À la procuratrice, c'est bien parce que même si t'es premier joueur, tu peux très bien jouer procuratrice. Tu dis, je mets procuratrice de l'autre côté de mon jeton et je dis, voilà, soit tu viens me bloquer, mais derrière, tu me donnes des ressources. Soit tu me bloques pas, et par contre, je prends une expédition. Et potentiellement, avec son one slot et sa troupière en rare, il remet du côté du jeton, et là, t'as une 2-3-3 de force. C'est vraiment pas mal. Kakoba et Alchimiste, c'est les grosses. Ouais, c'est les grosses, ouais. Poids de la main. Ah, c'est vrai. Mais en fait, moi, je voyais pas l'intérêt de jouer des procuratrices ou des... comment il s'appelle l'autre? Le Tot. Dans des decks type Gulrang ou même Ordis, ou même Sigis. Mais en vrai, le fait de dire, ok, si tu me passes devant, j'ai un avantage pour le tour d'après, je gagne de la ressource, bah ça laisse réfléchir ton adversaire. Est-ce que je te laisse avancer ou pas? Si je te laisse avancer, est-ce que tu vas pas me dépasser par la suite? Ou si je te prends de donner des ressources, peut-être que tu vas choper de la gestion pour après. Donc vraiment, voilà. Vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est un peu mindset. Et en fait, là, en plus, l'avantage, c'est que c'est pas toi qui prends la décision. C'est toi, tu lui donnes le choix. Et c'est ton adversaire qui prend la décision de à quelle sauce il va être mangé, quoi. C'est vraiment cool. 2 légates, 3 Ordis Spy pour saboter à mort. C'est plutôt pas mal. Encore un après-vous avec le héros de papier, là, qui traîne. C'était le petit slot qui restait en plus. Et donc, c'est unique. Donc, une Amelia Hart qui est 2-1 en coup de main et de réserve et 1-1 de stats. Donc, ça n'a pas des grosses stats, mais ça a quand même l'après-vous de la réserve. C'est pas très cher non plus de la main. Et c'est à chaque fois qu'il joue une... De toute façon, toutes ces uniques ont la même chose. C'est qu'à chaque fois qu'il joue une carte, il y a un jeton qui arrive. L'Amelia Hart, c'est dans une expédition ciblée. Donc, il choisit où la mettre. De la réserve, il peut le défausser pour jouer une carte avec un coup de moins. Non, une carte, c'est même pas un permanent, c'est une carte, donc c'est vraiment pas mal. Hâte de voir les autres car je joue Scribe. Ok. La troupière, c'est pareil, c'est cette fois, c'est à créer 2 jetons. Donc 2 de la main, 0-0-2 pour plus que tu sois sur un biome haut, c'est bien Spike. Et quand une autre créature non jeton arrive sur l'expédition, tu crées 2 jetons dans son expédition à elle.
Donc c'est fort parce que du coup, pour chaque petit 1 que tu vas jouer, ça met 2 de stats plus les forces de la 1, de la 1 de la one cost. C'est vraiment extraordinairement fort. Et enfin, c'est celle-là qui est vraiment un peu banger, c'est je sais plus, c'est la mécanicienne. Donc ça a l'effet du conseil, c'est-à-dire que tout ce qui est effet flèche, effet main, effet réserve ne fonctionne pas en face d'elle dans l'expédition en face. Et en plus, quand il joue une carte, si c'est pas un jeton, s'il a moins de 8 de mana, par contre il faut qu'il ait moins de 8 de mana, mais bon, ça va vite hors 10, donc Sigismar, donc c'est le but. Il crée un jeton dans son expédition compagnon. Donc il a pas le choix, mais ça va, mais c'est pour 1 là, l'effet du conseil, c'est dévastateur sur une Traced. Sur d'autres cartes aussi, c'est dévastateur, faut pas qu'il se trompe quand il joue ses autres cartes. Ça sécure peut-être potentiellement une expédition. C'est typiquement un mec qui joue l'alchimiste de 4 gears, mais il peut pas le mettre en face, que du coup ça serait qu'une 1-1-1. Donc ça ne sert à rien. Donc vraiment, vraiment très très fort. Ça c'est pour Spiritus, donc le gagnant du tournoi. On va aller voir les autres Sigismar vu que c'est ton deck de cœur qui est le plus actif à l'heure actuelle. Donc Neuro. Neuro, qu'on rappelle, était champion de Angers, qui est quand même un très bon joueur. Donc il apparaît des uniques. Pas tous d'ailleurs, mais c'est des uniques pareil qui vont faire pop des jetons. Donc là, la première, c'est le cadet qui coûte 1 de la main, 2 de la réserve. Quand une autre créature non jeton arrive, il crée une jeton dans une expédition ciblée. La gardienne qui va ravitailler s'il contrôle un token, ce qui est facile, donc un peu de ressources, un peu plus de pioche. Donc il rajoute de la pioche à son deck, enfin du cyclage à son deck. Et quand un opposant pioche ou ravitaille, il crée un jeton. Donc effet Exequal, plus resupply de son côté. Et donc là, ça contre les Hordis, contre les Traced, c'est dévastateur aussi, ça va créer des jetons en boucle, enfin très fort. Et son marchand de sable qui lui va pouvoir donner slip à dodo à une créature. Et s'il a moins de 8 de mana, il resupply. Donc ravitaillement. Voilà. Ils sont pas extraordinaires, c'est unique. Mais il reste bien, il a de la pioche en plus, avec les deux dernières cartes, il a si toi tu pioches, moi je mets des créatures, donc méfie-toi. Potentiellement, je pense qu'il va essayer de garder cette gardienne en l'endormant pour la garder plus longtemps sur le terrain pour faire l'effet Execol tout le temps. Et après, lui il a qu'un seul match de 4 gears, il a de la mécanicienne, il a du Baba Yaga. Alors il a de la mécanicienne parce qu'il joue 3 grands projets. Lui c'est un peu plus son gameplay d'essayer d'aller choper le plus grand projet et de le mettre. Il a qu'un seul chargé, 3 sauts adhésifs, 3 entraînements esprit d'équipe, ce qui est logique. Des rois grenouilles, des Ozma, il a que 2 sabotages, il a pas de légat, donc il a peu de sabotage par contre. Il a vraiment peu de sabotage, donc lui pour contrer Trace c'est un peu compliqué avec cette decklist là. Il a un Icitox pour bloquer une expédition. Du Kakoba pour avoir de la force. Ouais, 3 grands projets, ouais. Ouais. Mais on voit que ça marche parce qu'il a quand même fini top 4 du coup. Mais ouais. Donc ouais, après, pas de gros changements. On va dire que les plus gros changements, ça va être le marchand de sable qui est en rare ici. Le Icitox qui a été rajouté, les 3 grands projets. Et moins de sabotage, ça veut dire qu'il n'y a pas de légat et il n'y a que 2 expionnes. Salut Mewtwo. J'espère que ça va. On fait un petit tour des decks du tournoi de célébration qui a eu top 8 qui a été gagné par notre cher Spiritus d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu, si tu étais présent, mais Spiritus a gagné le petit tournoi célébration de samedi de ce week-end. Donc voilà cette decklist de Neuro qui est plutôt sympa, on va dire cohérente avec ses grands projets de mettre de la mécanicienne comme ça. Là je sais même pas si l'alchimiste de 4 gears sert vraiment, je serais plutôt allé chercher du sabotage en plus pour pouvoir gérer plus facilement peut-être des uniques ou des 13 justement. Maintenant je suis pas un professionnel de Hordi, j'ai pas assez joué pour ça. On va aller voir le troisième. Donc Claydus, hop là. Le troisième Hordis, Sigismar. Donc Jola Baba Yaga. Et donc là,
Ah non, c'est les mêmes stats en fait. C'est 4-4-4. Je pensais que c'était 4-3-4, mais en fait c'est 4-4-4. C'est juste mieux parce que ça fait un après-vous derrière en fait, l'autre. Mais en termes de stats, c'est équivalent. L'avantage quand même de... comment ça s'appelle? C'est Guerrière du Havre. C'est quand même qu'elle peut revenir avec des stats derrière. Ce qui reste intéressant mine de rien. Même si c'est des uniques qui pondent des jetons, t'as pas envie d'avoir ça, tu veux des après-vous quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est dans une méta très après-vous, donc on a envie de faire des après-vous. Ouais, justement, ok. Au niveau des uniques, il avait donc une scribe qui, s'il contrôle un jeton, il peut donner dodo à une créature, il peut lui faire gagner 2 boosts. On veut du contrôle, ouais. Hordis Keeper, créer un jeton soldat dans chacune de vos expéditions. Et la troupière, quand une créature non jeton rejoint vos expéditions, si vous contrôlez 3 ou plus créatures, créez un jeton dans une expédition, dans votre autre expédition. C'est pas ciblé, dans votre autre expédition. Ces uniques, pour le coup, sont moins orientés, je ponds des jetons facilement. Parce que typiquement, alors, c'est facile d'avoir 3 créatures en Hordis, hein, typiquement, dès qu'on la joue celle-là, on a 2 créatures, il suffit qu'on en joue une troisième. Ah, c'est 3 autres créatures? Non, c'est 3 créatures ou plus. Donc il suffit qu'elle soit posée, on a toujours notre jeton, on joue une troisième créature, une Ozma typiquement. Ça va créer le jeton, puis l'effet d'Ozma va proc, il va piocher. Donc c'est facile à faire. Mais le problème, c'est qu'il en a qu'une comme ça qui pond des jetons en boucle. Là où les autres, c'est une fois celle-là. Et là, ça crée pas de jeton du tout, c'est juste un slip. Donc moins agressif. Moins agressif que les autres. Donc de la Baba Yaga pour piocher, ça c'est obligatoire en Hordis. C'est un bon body et de la pioche facile qui revient pour moins cher de la réserve. De l'après-vous avec du héros de papier, de la troupière rare. Il n'a pas de roi grenouille en rare, donc c'est des rois grenouilles standards. Il a de la Ozma pour piocher, du Cadordis pour générer des jetons, de la Hordis Keeper pour générer des jetons, le marchand de ça pour faire du dodo, donc du tempo. Lui par contre il a mis les décharges de Kélon. Il a un seul saut. Donc je pense qu'il respectait un peu plus Trest pour le coup, avec ses décharges de Kélon. Et le saut, c'est pour gérer potentiellement les grands projets, les monolithes, ce genre de choses. Il joue avec monolithes, il joue pas avec grands projets. Mais il joue les entraînements. Donc lui, son idée, c'est vraiment, je dois jouer mon monolithe pour générer des stats et pouvoir gagner et contrer un peu les decks qui vont générer beaucoup de jetons. J'aime trop j'aime trop CJ, les decklists sont tellement différentes. Ouais. En fait, c'est ce que je disais en live la dernière fois, c'est que Aphanas, par exemple, la finale c'était Hordis Aphanas, donc c'était Aphanas Sigismar. Et moi je l'avais dit, c'est que pour moi, je viens de voir qu'on voit un peu ma caméra. Pour moi, Hordis, ils ont tout. Ils ont tout pour être polyvalents. Ils sont pas pro dans un domaine, ils sont pas excellents dans tous les domaines, ils sont pas excellents dans un domaine, ils sont bons dans plein de domaines. La pioche, le contrôle, les bodies, notamment c'est des bodies avec des stats séparés, c'est-à-dire que on va avoir plein de créatures avec plein de petites stats, donc même si on en gère une, bah on va pas perdre beaucoup de stats pour avoir tout le reste à côté, donc c'est difficile pour les adversaires à gérer. Et c'est ça qui rend pour moi Sigismar très stable et très fort, c'est parce que justement il a tout ça. Hordis a toutes ces cartes là, et donc tous les decks Hordis peuvent être forts. C'est pas impossible qu'un jour on voit un Warou plus aggro qui certes aura peut-être moins d'efficacité avec les dodo et autres, mais qui sera très aggro et autres. Les Gulrangs c'est pareil, ça peut être des Gulrangs très aggro qui vont avoir une efficacité beaucoup plus importante en late game. Hordis a tellement de choses que c'est très facile d'être stable avec Hordis. Là où Aphanas ce qu'il a, c'est qu'il a beaucoup de pioches, donc ça le stabilise de fait d'avoir beaucoup de pioches. Mais ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Il a du body, mais du body qui lui est concentré sur quelques créatures. Donc c'est plus facilement gérable typiquement. Mais par contre il a tellement d'après-vous que c'est compliqué de trouver le timing pour gérer telle ou telle carte. En sachant qu'il va peut-être faire des après-vous avant de vraiment booster ses cartes et tout. Et donc il va pouvoir jouer ses cartes par parcimonie et ne pas les claquer dans le vide, quoi. Donc ouais. Mais ouais, du coup voilà. Salut Caleb.
Donc c'était le deck de Claydus. Kurohana qui jouait déjà. Allons voir là déjà. Et merci Caleb d'avoir parlé de moi aux Exalt. Hein, ça m'a fait grave plaisir de cast et j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Parce que j'ai vraiment kiffé et je pense que je vais en faire mon métier parce que j'ai mon travail, mais j'aimerais bien en faire peut-être une spécialité, on va dire. Plus que de faire des tournois ou du deck tech ou de l'analyse compétitive à fond, quoi. Ça, j'ai pas forcément le temps de m'y mettre, mais faire du cast, ça me plaît bien. Donc, Kurohana qui jouait Teja. Un Teja qui était très aggro avec du... Alors moi, je le voyais très contrôle quand même, mine de rien, ce Teja, même s'il y avait que 6 cartes, mais il y a quand même 2 mana éruption, 2 moissons de mana, 2 dodo. C'est trop bien de casse, ouais. Donc je le voyais quand même vachement... Moi je prends ça comme un deck vachement contrôle quand même, notamment avec des danseuses qui donnent du fleeting là, donc il m'a l'air d'être quand même un peu contrôle. Et bien sûr il va avoir de la créature qui va booster avec ses Ogun, des comédiens Lyra pour avoir du gros body, etc. Beaucoup de ancré de dodo comme ce que Teja veut faire. Hein. Et de la protection notamment avec le fuseau. Avec le fuseau. Pour pouvoir protéger ses créatures et les rendre beaucoup plus difficilement gérables. Et donc là, contre un Afanas ou même un Sigismar, bah, ça devient difficile de gérer des grosses cartes. Est-ce que après les grosses cartes suffiront à passer un Sigismar qui va mettre plein de petites cartes? Ça, c'est encore autre chose. Mais ça permet de bien tempo tout ça. Les uniques qu'avait Kurohana. Donc, il avait 2 danseuses qui ont 2 de la main, 3 de la main, 2 de la réserve, 3 de la réserve. Effectivement. La première a fait que depuis la réserve, une créature Galafetting, donc c'est pas un gros contrôle, c'est juste une créature. Et quand une autre créature rejoint les expéditions, s'il contrôle 2 plantes ou plus, autre que moi, il peut ancrer une créature. Donc il va avoir un cycle d'ancrage comme ça, il va pouvoir ancrer régulièrement. La deuxième comédienne Lyra, ouais. Non, danseuse Lyra, pardon. Elle peut donner fleeting à toutes les créatures at dusk. Toutes les créatures de l'adversaire ciblé. Donc ça, c'est beaucoup plus contrôle. Parce que si tu lui épuises ses premières mains et que derrière, tu joues ça et que tu dis, ok, at dusk, tout est fleeting, ça va pas en réserve, tout est fleeting, ça va pas en réserve, tu vas l'épuiser très rapidement. Il va être obligé de jouer ses cartes en dilettante, en ralentissant un peu sa main. Et quand une autre créature rejoint les expéditions, elle gagne un boost. Donc elle s'auto-boost quand une créature arrive. Donc pour plus tu arrives à la garder à dusk, tu mets fleeting à toutes tes créatures et donc tu détruis le board adverse. Donc j'aime bien ce côté-là avec les comédiennes. Avec les danseuses, je vais y arriver. Et un petit Mowgli qui, quand une créature rejoint les expéditions, s'il contrôle 3 caractères ou plus, il peut en créer. Donc là, on voit les 2 cartes de gauche et droite. C'est vraiment de l'ancrage pur et dur. Ça peut permettre de garder les aloe vera pour continuer de cycler. Ça peut garder les shrooms qui vont s'auto-booster. Ouais, voilà. Ça peut garder... s'il arrive à booster le Spindle, c'est pareil. Ça peut garder un Spindle qui va ravitailler aussi s'il a 2 boosts. Là, pareil, la Dracaena qui va s'auto-booster. Enfin, on a beaucoup de cartes qui s'auto-boostent. C'est pas la rare au niveau du fuseau. C'est dommage, ça donne pas de boost au début de tour. Mais il a moyen de booster. Voilà. Il y a très peu de cartes qui donnent des boosts par contre. Que là, ça c'est quoi? C'est quoi? Nature en français, je sais plus. C'est récolter? Non. Ah, j'ai plus le nom. Bref, ça donne un boost à 2 créatures. Donc il en a que 2. Mais moi j'aime bien cette decklist là pour le coup. Je suis pas pro Moona, mais j'aime bien cette decklist d'avoir quand même de la gestion. Avec les 2 danseuses et de quoi ancrer ces créatures pour les garder. Plus les effets de support qui sont des 6 cartes qu'on a habituellement. Hein. C'est vraiment pas mal. On va aller voir l'autre Teja. Je crois qu'ils étaient assez différents. Franiko. Ah, non. Il est un poil moins contrôle dans le sens où il a plus que 5 cartes au lieu des 6 de tout à l'heure. Il a qu'une seule danseuse en haut.
Et lui, pour le coup, joue 3 fuseaux. Il a besoin de ses fuseaux pour protéger ses créatures. Il a un fuseau rare, donc je pense qu'il avait un slot de rare disponible. Il s'est dit que je vais mettre un fuseau, ça me donne des boosts, ça protège. Il a, pareil, du nature en x3 pour donner des boosts. Il a les champignons communs, donc les champignons communs ne vont pas prendre de boost naturellement. C'est bien, ça fait du body qui va rester, ça peut être une 2-2-2 si tu la joues en premier. Mais à côté de ça, si t'as pas moyen de la booster avec ton fuseau rare par exemple ou avec tes natures, c'est pas une grosse carte. Hein. On voit qu'il n'y a aucun des decks qui jouait des Hydracaina. Donc Hydracaina, je pense que c'est un poil trop cher à jouer dans la méta actuelle. Et ça se fait quand même facilement gérer, même si c'est à Corias. T'as beau avoir... tu peux avoir, comment dire, 2 créatures et ça te fait un Corias 3. Bah, tu peux gérer une Hydracaina avec un saut pour 6. T'es content de le faire. Après, s'il y a le fuseau... Bon, ça devient compliqué, mais il aura passé tout son tour à faire une Hydracaina. Toi, tu peux potentiellement rejouer une carte derrière. Quand t'as hors 10, typiquement. Donc, contre la méta hors 10, c'est pas forcément le meilleur play. Donc, je comprends pourquoi ça a été retiré. Il a un Chiron pour donner des boosts. Il a les comédiennes Lyra et les Ogun pour booster les plantes. Et avoir du gros body avec les comédiennes. Des aloe vera. Pour moi, l'aloe vera, c'est banger, que ce soit en Lyra et en Muna. Hein. Et donc, les uniques. Il y a des uniques qui coûtent quand même plus cher, parce qu'il y a 2 uniques qui coûtent 4 de la main, donc qui sont pas ancrables via des effets de support. La danseuse, qui va donner setting à toutes les créatures du joueur ciblé, en effet flèche, donc 2 fois potentiellement. Et quand une autre créature rejoint... Oui, quand un autre personnage, pardon, que vous contrôlez gagne un boost, vous pouvez ancrer une créature, en gros. Ou 3 ou moins. Et on a les... Comment ils s'appellent déjà ceux-là? Hop, j'arrive pas à voir en haut. J'ai plus le nom de cette carte-là. Bref. Ces 2 dernières uniques vont rajouter du body. Ça disparaît pas. Ok. C'est chiant. Donc ils vont ajouter du body, ça va être des boosts qui vont être donnés à droite et à gauche. C'est pas forcément sur les mêmes cartes, donc ça fait des grosses créatures qu'il va falloir gérer, qui peuvent facilement permettre de passer d'un côté. Donc plutôt pas mal. Ouais. Allez, on va aller sur le Afanas. Hop, Brian, qui a fait finaliste. Je vais dire demi-finaliste, mais non, il a fait finaliste. Donc, de la Baba Yaga pour piocher. Ça change pas. Du champignon pour avoir de l'engrais qu'on va pouvoir booster, qui s'auto-booste aussi au début de chaque tour. Du spindle, pareil, qui s'ancre aussi. Il y en a 2. Il y a un flamel plus une unique pour récupérer les sorts en réserve. Il a de toute façon des uniques qui permettent de récupérer les sorts en réserve. Donc c'est son but, hein, c'est vraiment de se poser. Et une fois qu'il a ses petites boucles, il va essayer de les garder ancrées, de retirer le fletting et de remonter des sorts en main et de faire ses boucles comme ça. Et pour éviter de perdre des cartes et avoir toujours plus de choix en main. Du mage de Khadgar, mais commun, pas le rare. Du coup, il ne prend que 2 boosts. C'est toujours intéressant, mais là, je pense qu'il n'a pas les slots de rare. En vrai, il est quand même beaucoup mieux en rare, parce que 4 de stats pour 3, c'est mieux que 3 pour 3. Mais, toujours une bonne carte, surtout chez Izmir qui a du mal à avoir du body. Danseur de Khadgar, mage danseur de Khadgar, qui lui va donner des stats, il l'a pas mis en rare, donc ça veut dire qu'il va pas s'en servir pour piocher, et ça va être juste du gros body qui va pouvoir jouer. On m'avait expliqué en live, parce que je suis pas non plus un pro Afanas, c'est qu'en fait le mage de Khadgar, les 2 sont bien, mais c'est vrai que quand il a l'effet de piocher en plus, bah, ça devient une cible plus évidente à une gestion pour le renvoyer en réserve, pour le renvoyer en main, peu importe. Et ça devient une gestion plus évidente, parce que ça fait piocher, on veut pas que l'adversaire pioche, pour pas qu'il trouve des solutions, pour pas qu'il trouve ses petits pas, pour pas qu'il trouve tous les trucs qui peuvent nous embêter. Disciple Studio pour de l'après-vous, de la fée des dents pour sa beauté, du dodo pour du tempo, de la main tendue
C'est un peu ses cartes principales avec les entraînements magiques, c'est pour pouvoir piocher, si on cherche les petits pas, si on cherche le contrôle, les mains tendues, etc. C'est pour garder nos créatures en jeu et donner des boosts parce que ça coûte que un de la main, donc c'est vraiment très bien. Portail de bannissement, il y en a 2, ça c'est vraiment pour gérer les permanents qui nous embêteraient, comme des grands projets qui pourraient être très chiants, surtout si on n'arrive pas à avoir de l'avance. Les zoos, ça gère des créatures. Le Conjuring Seal, alors le Conjuring Seal, moi ça m'avait surpris, ça avait pas trop surpris Caleb de ce que j'ai cru comprendre. Moi ça m'avait surpris parce que tous les Afanas que j'ai vus, que j'ai rencontrés, n'en avaient pas. Donc c'est pour ça que j'ai été étonné d'en voir, c'est surtout que mon cher dans Afanas c'est des petits sorts, des petits après-vous, des choses comme ça. Et là c'est une carte qui coûte 3 de la main. Alors on va certainement jamais le rejouer de la réserve. Et 3 de la main, je trouve que c'est un peu cher. Mais si jamais c'est un tour où on a perdu, c'est ce qui avait été expliqué en live, c'est que si jamais on perd un tour, on peut se permettre de faire ça, on dit je me refais une main, comme ça je me prépare le prochain tour. Pour peu qu'on ait des uniques qui remontent des spells en main, bah, je le remonte en main, et au prochain tour c'est une carte de mana, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une carte que je viens de piocher que je remets en mana derrière. Donc en vrai dans cette logique là c'est vraiment cohérent que ça soit dedans. Mais c'est vrai que peut-être que j'aurais mis un portail de plus pour avoir une gestion de plus, peut-être un dodo en plus pour avoir un peu plus de tempo, justement, pour... Je trouve qu'Afanas, ça pioche déjà très bien, mais après, comme il n'a pas les mages danseurs qui piochent, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a besoin de cette pioche-là en plus. Je sais pas. J'ai pas assez joué Afanas pour vraiment être efficace là-dessus. Efficient sur l'analyse. Et les petits packs, qui vont être bien sûr la condition de victoire finale, quoi qu'il arrive, pour gagner. On l'a vu sur un match avec contre l'Ira, contre la Nevenka justement, où il avait le petit pas en main, et même si l'Ira avait eu son petit pas, vu qu'il faisait du 1 pour 1 à chaque fois, s'il continuait comme ça, quoi qu'il arrivait, c'était lui qui était premier joueur au moment où il fallait jouer petit pas, et donc il gagnait. Donc ce côté de gestion de premier joueur ou pas, de reprendre le tempo pour être premier joueur si on fait du 1 pour 1, c'est hyper important, il faut savoir le calculer. Au niveau de ses uniques, il a un Flamel qui, quand il va en réserve, depuis la zone d'expédition, il peut remonter un sort. L'avantage avec ce Flamel là, c'est que si jamais tu lui fais une main tendue dessus, bah, il va revenir en réserve, donc il pourra remonter la main tendue, et donc il peut se boucler un peu tout seul à chaque tour. C'est vraiment pas mal. Le Spindle, qui est quand même un bon body pour 2, qui gagne en crise seulement quand il vient de la réserve. Mais par contre, à Dusk, s'il a un boost, il peut remonter une carte en main. Et enfin, le disciple studieux qui, quand il quitte la zone d'expédition, cette fois-ci, c'est quitte la zone d'expédition sans condition de venir de l'expédition ou d'aller en réserve ou quoi que ce soit. S'il a un boost ou plus, il remonte une carte en main. Donc là, il peut remonter 2 cartes, sauf si on le garde et avec une main tendue. Derrière, paf, il va remonter une carte, Et donc, on va cycler nos cartes comme ça pour remonter. Alors lui, c'est une carte de la réserve d'ailleurs. Ouais, c'est une carte de la réserve. Le Spindle, c'est un sort de la réserve. Et le Flamel, c'est un sort de la réserve. Donc le disciple studio, il est très bien parce que c'est n'importe quelle carte. Ça peut être le Spindle, ça peut être le Flamel si jamais on n'a pas réussi à le retirer fletting par exemple. Si on n'a pas de coller retirer fletting ou pour éviter de perdre une carte, on peut remonter même des créatures pour les rejouer derrière. Ça peut être un mage de 4 gears qui pourra remettre du body derrière. Ça peut être pas mal de choses, ça peut être une fée des dents pour resaboter derrière. En vrai, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Voilà pour le Afanas de Brian. Le Traced. La Traced. La Traced, je pense, c'est assez similaire à tout le monde. Hein. On veut de la Double of Lace en rare pour pouvoir piocher peu importe la carte qu'on met en réserve. On veut des Axiom Salvager en rare. Alors, en rare, c'est quoi qui change? C'est on réduit le coût et il y a une stat en moins. Comme on veut des petits coups, et on veut beaucoup d'après vous aussi chez Trace, du coup on veut beaucoup de petits coups. Cette carte-là en rare, elle est très bien. Je pense personnellement que l'Axiom Salvager a suffirait en commune, mais si on a de la place pour les rares, en vrai, ça reste bien. Et c'est même mieux parce qu'on veut du petit coup. Ça supply, donc c'est ce qu'on a besoin. On a du Frankenstein qu'on veut surtout avoir en réserve pour pouvoir redéclencher les effets flèches. Des havres pour ravitailler, donc continuer d'avoir des cartes en réserve pour mettre du body. La Lyra Chroniqueur qui, si elle est en réserve, bah, elle sera juste pour le pouvoir de soutien. On va l'utiliser, on va ravitailler, ramener une carte, prendre un boost, notre marqueur. Les Augurismir, ça a des bonnes stats pour 1. Moi, je suis pas fan, personnellement, parce que ça prend 2 slots de rare et je pense qu'il y a peut-être mieux à faire en slot de rare que ça.
Même si c'est un après vous, même si c'est ceci, je peux comprendre. Et je trouve quand même qu'un slot de rare pour juste un body qui a pas d'effet ni quoi que ce soit. Je pense qu'il y a mieux. Ouais, je pense qu'il y a mieux. Amelia Hart, toujours un banger hein, pour un de la réserve. C'est une 2-2-2 qui, avec Léa, va devenir facilement des 3 ou des 4. La Coppelia qui peut être jouée via l'élémentaire de Kelon par exemple. Aller en réserve et tout de suite aller sur le terrain. S'il y a le Havre, elle prend son boost, c'est gratuit pour le prochain tour. On est déjà setup pour le prochain tour. On a pris direct un marqueur. C'est vraiment pas mal. L'élémentaire, la mécanicienne de la fonderie. Pour pouvoir jouer pour pas très cher nos Havres potentiellement. C'est un effet de support. Donc ça se dégage de la réserve. Du coup, ça nous permet de payer moins cher et de prendre un marqueur sur 13 si on les a pas encore. Et après, on a les marqueurs. Je sais même pas, à part pour payer pas cher le Havre, je suis pas sûr que ça ait le coup d'utiliser son effet. Parce que c'est toujours une 0-1-1 pour un de la main et un de la réserve. Donc avec les Havres qui vont mettre du body. Donc ça reste intéressant. L'effet clochette qui vont venir saboter. La plupart du temps, si on active le pouvoir de trace, si on a une effet clochette, qu'on a quelque chose à saboter, on la met on pioche, on met en réserve l'effet clochette, on l'ajoute tout de suite. Le petit boom. Une carte à 1 pour le boom aussi, ouais. Une carte à 1 pour le boom. Sacrifier un caractère. Ah oui, c'est le boom normal, c'est juste un personnage. Oui, en effet. Une carte à 1 pour le boom derrière. Même si je suis pas forcément fan du boom. Oui, c'est une carte à 1. Toutes les cartes à 1 peuvent être servir pour le boom. Après, le problème des cartes. Enfin. Je comprends l'idée. Mais le truc, c'est que tu vas jouer une carte à 1. Si tu as 2 havres, par exemple, c'est une 2-3-3 que tu vas sacrifier. Donc tu vas sacrifier quand même des grosses stats pour pouvoir faire un boom. Alors, à moins que tu aies quelque chose de hyper important à gérer. Je trouve que c'est un peu cher payé en termes de stats. Parce que une carte à 1, en fait, devient vite très très forte avec Trest. Mais oui, je comprends l'idée. En effet. Décharge de Kelong pour gérer des cartes qui coûtent 4 ou moins, notamment des permanents potentiellement. Donc un anti-Trest adverse. Un anti-transporteur, même s'il y a très peu de transporteurs. Voilà, typiquement, le boom, il mériterait d'être en rare pour pouvoir gérer ce permanent-là, qui ne sert plus à rien une fois qu'il est joué. Donc typiquement, on peut le jouer pour saboter, et au tour d'après, on peut le sacrifier avec boom, potentiellement pour pouvoir saboter sans perdre de cartes. En vrai, il y a des choses à faire. Mais ouais. Non, mais après, c'est une decklist cohérente. De toute façon, il y a beaucoup de façons de jouer les traces. Et je suis pas un pro trace pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Moi, je l'aurais juste vu différemment. Comme typiquement ce que je disais tout à l'heure, pour moi, le Gurizmir en rare, enfin un transfuge qui a juste 1-2-1. Alors c'est bien parce qu'avec les Havres, ça va prendre des boosts. Mais je trouve que c'est un slot de rare alors que t'as peut-être des cartes en rare qui sont mieux. Qui ont au moins un effet potentiel en plus, quoi. Le marchand de Mouna en unique, donc il coûte 3 de la main, 2 de la réserve, 4 à 1. On peut discard une carte de la réserve et si on le fait, on resupply en effet flèche. Donc pareil, c'est du sur resupply, on fait disparaître une carte de la réserve, donc on prend un boost. On resupply une carte qu'on peut potentiellement jouer, donc on prend un boost. C'est vraiment pas mal. Il peut retrigger. Ça j'ai jamais vu cet effet de réserve. Il peut supprimer la carte pour trigger l'effet de réserve de la prochaine carte jouée. Pas mal. Ça peut proc avec l'Axiom Scalvergence, c'est-à-dire qu'il fait perdre une carte. Il retrigger ça qui vient de la main. Donc ça ravitaille. Ça aussi, ça peut ravitailler. Ouais, vraiment, pas mal son effet de soutien, là, mine de rien. Mine de rien, son effet de soutien est vraiment pas mal. Le deuxième, c'est 3 pour 3 et 2 de la main et réserve, pardon. 3 de 2, donc c'est à peu près les mêmes stats en équilibre. Il peut il peut mettre une carte de sa main en réserve et s'il fait, il resupply. Donc en fait, là, il va mettre 2 cartes en réserve qui vont être potentiellement des cartes jouées, des effets de soutien. Vraiment pas mal. Et une carte gagne fletting, donc ça c'est pour gérer si besoin. L'Augurismir 0-1-1 qui coûte 2 de la main, 1 de la réserve. Il peut mettre une carte de sa main en réserve s'il le fait resupply. Donc là, ça met 2 cartes pareilles en réserve à jouer tout de suite. Et en effet main, il peut discard une carte de la réserve. Et s'il le fait, il peut donner... Il peut faire perdre fletting à une créature.
Donc il peut garder des créatures qui vont revenir en réserve pour repartir, etc. etc. Il peut boucler des choses. Vraiment pas mal. En fait, en plus, cet augure, c'est qu'il va mettre 2 cartes en réserve. Tu peux mettre une carte que tu n'as pas forcément besoin de rejouer derrière. Puis derrière, il peut la redéfausser pour l'effet main, pour te faire perdre setting. Et donc, il prend le compteur et tout. Non, vraiment cohérente sa decklist. Et je pense que ces compteurs peuvent arriver très très vite. Les Sigisma, on l'a vu. Les deux déjà, ils l'ont vu. Il nous reste plus que la Nevenka, qui, moi, m'a vraiment plu. On a vu le match qu'il a fait contre Skycrier où ça a fait dodo sur dodo sur dodo sur dodo sur dodo. En fait, il y avait tout le board endormi, puis encore tout le board endormi. C'est juste que il était un peu léger, je crois, en carte au niveau de la Nevenka. Par contre, il avait son petit pas, il a réussi à gratter une expédition et gagner au petit pas derrière. Donc c'était vraiment ouf. Malheureusement, il a perdu en top 4 avec un mauvais lancer de dés sur son Tanuki. En gros, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est sur son premier match, il prenait il faisait un 2-0 face à Fanas. Et on ne sait pas pourquoi il a lancé le dé. Alors, si on sait un peu pourquoi il a lancé le dé, il voulait récupérer un spell de sa réserve en main. Parce que ces 3 uniques font qu'à chaque fois qu'il lance un dé, il peut renvoyer une carte de sa main en réserve, de sa réserve en main, pardon. Donc là, il avait une petite entraînement magique en réserve, il voulait récupérer, parce qu'il avait 3 cartes qui partaient en réserve à la fin du tour, enfin qui étaient en réserve à la fin du tour, donc il devait en sacrifier. Le problème, c'est quand tu fais 2-0 avec Nevenka, et que t'as pas de martingale pour éviter le 1, t'as pas spécial. Je vois pas pourquoi tu tentes le dé, c'est trop risqué, même si c'est qu'une chance sur 6, et que là, le 6 l'aurait pas gêné, parce que de toute façon, il prenait des expéditions. Mais là, le 1, je pouvais la tuer, parce que du coup, il a fait 1. La carte est partie en réserve. Là, d'ailleurs, une petite interrogation au niveau règle vis-à-vis de BGA, savoir comment on proc cet effet-là. Mais le truc, c'est que il avait les 2 expéditions. Il n'y avait pas forcément besoin de lancer le dé. Alors, à part qu'il perdait une carte en réserve, mais à la limite, ça, c'est pas grave. T'as les 2 expéditions, tu fais un 2-0. Mais il a pris les risques de lancer le dé, il fait 1. Du coup, il donne une expédition à son adversaire, que son adversaire ne gagnait pas quoi qu'il arrivait. Il prend l'autre côté quand même, mais du coup, au lieu de faire 2-0, ça fait 1-1. Et contre un Afanas, c'est dangereux, parce que du coup, plus l'Afanas avance et plus la partie dure, plus il devient fort. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'après il a perdu parce que du coup la Fanas est redevenu suffisamment fort pour prendre qu'une expédition par une expédition et puis le bloquer complètement et à un moment donné gagner quoi. Petit pas qui est une carte frustrante, exactement, le petit pas c'est trop frustrant. Donc la Nevenka c'est unique, on va les redire. Donc la première c'est un mage danseur qui va lancer un dé d'elle-même, donc il lance un dé sur 4+, il peut donner dodo à une carte. Et derrière, quand il lance un dé, il peut remonter un spell. Donc là, c'est un sort de sa réserve en main. Bon, déjà, ça lance un dé tout seul. Donc ça peut permettre de remonter un sort de base. Il n'a pas besoin du point de Nevenka pour ça. Ça a quand même un bon body pour 2. C'est 1-2-1 pour 2. Donc il n'y a pas de trou déjà. C'est pas mal. Ça prend pas de marqueur. Parce que comme le mage danseur habituel. Mais ça reste pas mal. Il a l'autre mage danseur qui dit que en effet flèche, il peut mettre une carte de sa main en réserve. S'il le fait, une créature gagne un boost. Et c'est pas grave de mettre une carte en réserve, parce que derrière, au tour d'après, il peut très bien se dire, ok, j'active le pouvoir de Nevenka, je lance un dé, je récupère le sort que j'ai mis en réserve, typique. Est-ce que c'est un sort qui remonte? Non, c'est une carte en plus. Donc là, il peut mettre n'importe quelle carte en réserve et la remonter derrière. Bon, pas mal. Et le Tanuki... Alors, le Tanuki, il est surtout dans le deck pour l'effet de remonter des cartes de la réserve dans la main. Parce que le saboter, malheureusement, il perd légèrement en efficacité parce qu'il est obligé de défausser une carte de sa réserve pour pouvoir saboter. Donc c'est un poil dommage. Un poil dommage, mais ça peut toujours servir à des moments donnés. Ensuite, il a 3 Cernunnos. C'est du bon body, ça coûte que 3, c'est très bien. Du mage danseur. Parce que dès qu'il va lancer des dés, il va prendre des boosts, même si il n'a pas une decklist par contre qui est très orientée le lancer de dés. Donc ouais,
c'est pas forcément la carte qui va devenir très très forte, très très costaud en termes de boost, mais qui va potentiellement rester s'il arrive à la dodo potentiellement, ou juste pour un tour peut-être gratter un petit compteur par-ci par-là pour pouvoir passer sur une expédition. Les martingales obligatoires, on veut éviter le plus possible le 1, ce qui est, même si le 6 on n'aime pas trop, le 1 c'est vraiment le pire pour moi. Parce que un 6, si c'est pas sur une fin de game, en plus on peut je crois, you may, voilà, on peut ajouter, c'est-à-dire que s'il fait 5, il n'est pas obligé d'ajouter 1 au dé, il peut décider de ne pas l'ajouter, donc de faire 5 et gagner son boost. Donc en fait il élimine juste la probabilité du 1. Il a encore la probabilité du 6. Pour moi, un 6, c'est pas très grave, on va dire, en début de partie, milieu de partie, parce que ça permet de garder ta carte, une carte, même si ça te permet peut-être pas d'avancer parce que tu aurais préféré gagner un boost et autres. Je pense qu'un 6, c'est pas non plus si mauvais que ça par rapport au 1, parce que tu as toujours ce côté ancré. Mais en effet, le 6, tu veux l'éviter la plupart du temps quand tu utilises ton EVK, c'est pour booster. Les encrières pour remonter les cartes de la réserve. Les Hathor pareil. Donc en fait il a vraiment, pour les cartes qui remontent de la réserve, on a déjà 3 encrières, 3 Hathor plus les 3 uniques qui remontent. On a beaucoup de cartes qui remontent de la réserve. Ça fait 9 cartes, c'est vraiment pas mal. La croupière de l'Ouroboros, ça lance un dé, ça pioche, ça ravitaille. C'est pas la meilleure carte de son deck, clairement. Je pense que ça va souvent en mana. Mais si jamais il est un peu en cours de pioche et qu'il a ça en main, bah, il a toujours la possibilité de la jouer pour piocher et se refaire une petite main. Ça a un body pas dégueulasse, donc pour peu que ça soit sur les bons biomes, ça peut lui permettre de passer. Pas dégoûtant. L'Ouroboros, prestidigitatrice Ouroboros, qui quand elle lance un dé, elle prend soit un boost, soit deux boosts. Ça lance un dé, donc on l'a vu dans ce deck là. Moi je suis pas fan de cette carte là quand elle est jouée de la main. Parce que de la main, si tu joues 1-1-1 de stats pour 2 et que t'as pas d'autres effets comme par exemple la fée des dents, type de la main, coûte 2 mais fait un sabotage, là ça fait rien que lancer un dé. Donc ça va bien dans ce gameplay là, mais moi je suis pas un grand fan de cette carte là. Par contre pour 1 c'est toujours intéressant. De la réserve ça c'est soit une 1-1, soit une 2-2-2 pour 1, donc c'est vraiment très bien. Le Tanuki qui sabote, forcément. Le marchand de sable qui va venir faire du dodo pour temporiser. Le petit AP en surprise. Oh, pardon. Pardon, je suis désolé, je suis assez fatigué aujourd'hui là. Le petit AP qui permet de changer d'expédition, donc potentiellement de donner une expédition, enfin de voler une expédition un peu en surprise. Parce que c'est le petit one slot, c'est pas forcément dans les mécaniques du deck, mais ça peut toujours faire un petit coup de surprise en disant tiens vas-y t'as mis tout d'un côté, en retirant juste ça et en te mettant de l'autre côté, paf je passe quand même. Donc ça peut servir derrière pour préparer le terrain à un petit pas potentiel ou même juste faire gagner vos expéditions. L'entraînement magique, on voit que les spells il n'y en a pas des masses, 2 dodo, 2 entraînements magiques, mais comme ils remontent beaucoup, c'est pas gênant. Il y a quand même 3 entraînements capella et ça je pense que c'est pour le début de partie pour essayer d'épuiser son adversaire. Après je pense que ça sert plus à grand chose. Sauf s'il pioche plus. Là où on s'était posé la question, c'est sur les all-in, les tapis. Parce que bah, le tapis, ça peut être tout ou rien. Ça coûte 3, même si tu peux le remonter, le rejouer, le remonter, le rejouer. Je crois que pour avoir discuté avec lui, ou en tout cas il avait mis un message dans le chat, c'était en fait il s'en sert surtout pour dire en fin de partie, ça peut potentiellement me donner la force que j'ai besoin pour passer. Et ça change rien que tu vas tout mettre sur une créature, il suffit que cette créature soit gérée et bah t'as perdu cette force là et ça te fait pas. Et c'est pas un après-vous. Parce que ça coûte 3 mine de rien. 3 c'est pas négligeable comme coût. C'est pas très cher sur le principe, mais c'est pas négligeable comme coût. Et quand tu joues contre du Hordis qui fait du 1, du 1, du 1, et que derrière tu fais du duo, tu fais un all-in toi et que derrière il lui reste 2, il te fait un entraînement à l'esprit d'équipe, et t'es là tu dis c'est chiant. Les cocons pour un peu de contrôle permanent et potentiellement carte un peu chiante qui aurait déjà fletting, qui aurait ancré ou dodo. Des dodo. On a vu que ça lui a servi. Donc ouais, donc deck cohérent, deck efficace. Pourquoi pas on se le testera, on pourrait se le tester, à part que moi j'ai pas les uniques comme ça, hein, malheureusement. Très bien mais je les ai pas. Mais on peut se tester, essayer de se tester un petit deck comme ça un jour. Voilà pour les decks du top 8.
Et donc avec une victoire de notre ami Spiritus. Voilà. Voilà pour le Celebration Day qu'on a eu ce week-end. C'est vraiment cool. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez parler de choses, de célébrations que vous avez vues. Avant que j'enchaîne sur un peu ce que j'envisage pour 2025. Ah, il y a une pub qui va se lancer d'ailleurs, je viens de voir là. Je vais attendre que la pub se termine avant d'enchaîner. En tout cas, moi ça m'a bien plu de casse, sincèrement. Un exercice vraiment cool. J'espère vraiment pouvoir le refaire la prochaine fois. Mais ouais, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé Cast, j'ai bien aimé Host aussi, faire un peu de régime, mine de rien, de préparer tout ça et d'essayer d'être le plus carré possible. Je pense que j'étais pas mal au niveau régie, peut-être un petit peu moins en cast, mais c'était la première fois, j'ai pas l'habitude. Et comme je faisais régie cast, bah, j'ai des fois été un peu perdu sur ce que je disais et autres. Mais ça peut que s'améliorer. Ça s'améliorera avec le temps. Mais voilà. Sinon, du coup, pour l'année, parce que là on arrive un peu en fin d'année, je pense que je vais ralentir Altered et faire peut-être du contenu un peu différent sur ma chaîne là. Faire un peu de jeux vidéo, pourquoi pas un peu de jeux de société. J'ai envisagé potentiellement de faire un jeu de société solo streamé, comme Dead Cells par exemple, ou qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Harry Potter, deck building, enfin on resterait dans un principe un peu de jeu de cartes, mais en mode jeu de société, pourquoi pas. Il y aura certainement de jeux vidéo, parce que là en ce moment avec un collègue qui est énormément présent sur le chat, on fait du Marvel Rival, qui est donc du jeu un peu à la Overwatch, donc du troisième personne où en gros on joue les héros de Marvel et on se tire dessus, et c'est vraiment cool, il est vraiment sympa. Donc je vais certainement en faire un peu sur ma chaîne, donc ça va jusqu'à l'année prochaine, en tout cas ça va être un peu, il y aura peut-être un petit peu moins d'alterne et un peu plus de ça. Ça me permettre de changer, de toucher peut-être un autre public aussi. Sinon, en tout cas pour 2025, concernant alterne, on en avait parlé la dernière fois lors du dernier tournoi que j'avais fait où on avait joué avec les héros les moins joués. Donc les 6 héros les moins joués, une de chaque faction. Il y avait Sierra, Tsadi, Aurak, Arjun, Gulrang et Linjiwei. La seule qui n'a pas été présent, c'était Linjiwei. Les autres ont tous été représentés au moins en un exemplaire, donc c'était cool. On n'était pas très nombreux non plus. Il y aura certainement un autre tournoi, je ne sais pas encore quand. Il y aura un autre Celebration Day, je crois, aussi en janvier. J'ai peur que ça soit un peu sur le même week-end, donc on verra. Et moi, j'ai envisagé le 18, le samedi 18 janvier. Comme ça me laisse le temps d'un peu de le préparer, sachant que je ferai certainement des préinscriptions. Parce que le tournoi que j'envisage, ça sera un tournoi avec... Je pense qu'on essaiera de faire des 6 decks. 6 decks différents. En gros, on va faire un tournoi en 64 joueurs pour faire 6 rounds. Et ça sera un deck obligatoirement différent au round d'après. Et donc, quoi qu'il arrive, en fait, les decks que vous aurez, vous les jouerez une fois dans le tournoi. En round suisse. Et c'est tout. C'est-à-dire que si je joue Sigismar en premier round suisse, je ne pourrais pas jouer Sigismar en round 2, 3, 4, 5 et 6. Je serais obligé de prendre mes autres decks. Je me dis que c'est assez sympa, ça permet de faire tourner les decks. Je ne sais pas encore si j'oblige un deck de chaque faction ou si je laisse les gens choisir les decks qu'ils veulent. Parce que potentiellement, on peut jouer Sigismar et Waru, c'est pas le même héros. Mais dans tous les cas, je veux faire une mécanique comme ça. C'est-à-dire 5 ou 6 decks. 5 ou 6 decks, je ne sais pas encore combien on sera. Parce que 64, ça risque d'être compliqué à réunir. Sauf si j'arrive à faire de la pub à droite à gauche. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Il n'y aura rien de spécial à gagner. À moins que j'arrive à choper peut-être une carte promo qui pourrait être sympa à faire gagner aussi. Mais voilà. Dans l'idée, c'est ça. Dans la mécanique, je ne sais pas encore comment je ferai exactement, mais dans l'idée, c'est qu'il y aura peut-être un formulaire de préinscription
pour lequel vous devrez me fournir la liste de vos decks à l'avance et notamment dans quelle rune vous allez jouer chaque deck. On va dire qu'il faudra que ça soit arrêté avant le tournoi, style la veille ou 2-3 jours avant. Il faudra que les decks soient choisis pour chaque rune. Comme ça permet de pas avoir à dire ok, le mec il a joué beaucoup ça, il va peut-être jouer ça en premier, il va peut-être jouer ça en deuxième, en premier, en troisième, etc. Ça peut être pour éviter un peu cet effet de je focus un peu mon adversaire. Comme ça, c'est pas on lance le match, je vois en fonction de qui je fronte ce qu'il a beaucoup joué pour prendre un deck qui va le contrer un peu. Donc pour éviter ça, l'ordre des decks devrait être arrêté à l'avance. Donc il y aura certainement un formulaire où je vous demanderai la liste des decks et quel sera joué en round 1, lequel sera joué en round 2, lequel sera joué en round 3, etc. etc. Et moi, en tant que caster, parce que je ferai certainement caster à ce niveau-là, ça me permettra de présenter les decklists et de dire ok, là un tel va jouer ça, je vais suivre ce match-là, etc., etc. Ça me permettra d'être peut-être un poil plus carré à ce niveau-là. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, c'était l'idée que j'avais. De vraiment faire plusieurs decks. Je sais que l'idée avait bien plu quand on avait parlé la dernière fois en live. Je sais que l'idée avait bien plu, donc je pense qu'on va garder cette idée-là. Mais le fait de dire on les arrête à l'avance. Comme ça, vous savez que round 1, vous avez validé que vous jouerez tel deck. Round 2, vous avez validé que vous jouerez tel deck, etc. etc. Ça évite justement de devoir changer un peu au dernier moment et de faire perdre du temps sur le choix du deck en fonction de son adversaire. Je vais essayer de préparer ça, le petit questionnaire que je pense balancer début janvier. C'est pour savoir qui veut se préinscrire et tout. Je pense qu'il y aura des mails automatiques qui enverront comment dire, le lien du tournoi pour s'inscrire une fois que vous êtes inscrit via le formulaire. Moi, ça me permettra de récupérer les decklists en arrière-plan que je pourrais poster après sur mon... Je pense pas qu'on fera un decklist ouverte comme ils font aux célébrations, parce que moi, j'aime bien le fait de pouvoir garder la surprise. À la limite, potentiellement de pouvoir dire, ok, telle personne jouera ça, telle rune. On sait le héros, mais on saura pas le contenu du deck. Ça peut être intéressant quand même à communiquer. Mais voilà, dans l'idée, ce serait de faire un tournoi comme ça. Ça, c'est la première des choses. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette idée. Hein. Je suis preneur de toute amélioration, tout changement, toute idée potentielle. Et voir aussi si ça vous hype de faire ça. Si ça hype personne, je vais pas m'amuser à organiser quelque chose qui n'intéresse personne. Mais l'idée avait bien plu, donc je pense que ça attirera un petit peu de monde. J'espère juste que ça tomberait pas le même moment que les célébrations des Exalts, parce que du coup, comme moi je voudrais être caster, il faudrait que je sois dispo. Surtout qu'ils m'ont déjà posé la question. Et en plus, s'il y a les célébrations des Exalts, ça risque de malheureusement drainer du public et des joueurs. Et donc on aurait moins de participants. À la limite, je verrai avec eux. Donc de toute façon, c'est soit un week-end avant, soit un week-end après. Mais je veux pas le faire le week-end du... je vais pas le faire le week-end du 25, parce que le 25, c'est les AP qui vont arriver. Donc cela permettra de laisser cacher les festivals. Exactement. Donc le week-end de 25, ça sera les AP et tout. Il y en aura même, je crois, certaines boutiques qui vont faire le 24 et tout. Donc je vais pas faire cette semaine-là. C'est forcément le 18. Donc c'est soit le 18, soit le 11. Mais ça, je verrai avec les Exalts quand est-ce qu'ils comptent organiser leur prochain tournoi. Et je me calerai en fonction d'eux. Et du coup, il y aura peut-être besoin de s'inscrire assez rapidement. Donc, je vais essayer de préparer peut-être le formulaire rapidement la semaine prochaine. Il faut jouer avec eux. Hein. Ouais, il faut jouer. Mais voilà. Dans tous les cas, ça c'est l'une des idées qui sera début janvier, hein, je pense. Et voilà, ça c'est le 2025, c'est le début 2025. Il y a de fortes chances qu'on garde un système de tournoi régulièrement, peut-être une fois par mois, une fois par trimestre, je ne sais pas. Une fois par trimestre, je pensais mieux parce que j'aurais pas le temps d'organiser une fois par mois. Peut-être faire une fois par trimestre en disant il y a le petit tournoi Théozen. Ça permet de faire
pour tester son deck, de venir, de se dire ok, on peut voir aussi un peu la méta, on peut voir les mecs, ce que testent les mecs pour voir ce qui pourrait arriver un peu en surprise derrière. Donc je pense que je vais essayer de garder ça. Ce sera plus des tournois d'entraînement que des tournois compétitifs, qu'il y aura pas grand chose à gagner, comme j'ai dit, si j'ai pas de sponsor et autres pour le moment. Si un jour j'ai des sponsors, il y aura des choses à gagner, mais pour le moment j'ai pas de sponsor. Donc voilà. Les autres idées que j'avais, enfin, l'autre, une plus grosse idée que j'avais, qui peut potentiellement intéresser certains d'entre vous, c'est une de mes passions, c'est le jeu de société, et c'est aussi le jeu de rôle. Le Altern a un lore qui est quand même assez bien développé, que j'ai pas encore lu, mais qui est quand même assez bien développé, et qui pourrait être intéressant à faire découvrir dans la mécanique du jeu de rôle. Et donc dans l'idée, j'ai pensé ça hier soir, j'étais dans mes pensées, comme ça peut arriver de temps en temps, et je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire une émission où des joueurs du jeu de cartes Altern, qui aiment bien le jeu de rôle aussi, parce qu'on n'est pas là pour forcer des gens à jouer au jeu de rôle s'ils n'aiment pas ça, mais pourraient venir faire, soit venir en physique et on trouvera un moyen de streamer, soit en distanciel avec des caméras pour pouvoir voir tout le monde. Mais dans l'idée de se dire, on fait une petite émission jeu de rôle dans l'univers d'Altern. Je vais pas inventer le système ou autre, je prendrai du système déjà présent, un peu peut-être du Donjon Dragon, peut-être autre chose. On essaiera de garder une mécanique. Alors c'est pas impossible que j'invente quand même un petit système parce que Altern est un peu particulier. Et c'est pas impossible que voilà, on va essayer de garder les mécaniques un peu d'Altern, du lore d'Altern et tout. Et potentiellement, soit on fait créer des héros et des familiers à chacun, des compagnons, pardon, à chacun, soit chaque joueur incarnera un des héros potentiellement qu'on a déjà, ou qu'on aura peut-être même par la suite, pour lesquels j'aurais prévu adapter des pouvoirs en fonction dans l'univers du jeu. Bien sûr, je pense que je pourrais faire un appel à ceux du chat qui voudraient, ou à des streamers, casters, joueurs qui seraient intéressés à faire du jeu de rôle, et découvrir déjà le jeu de rôle potentiellement aussi, parce que ça peut être une idée de découvrir le jeu de rôle, et de faire découvrir encore une fois, comme j'ai dit, l'univers d'Altern. L'idée c'est pas d'être un acteur comme certaines émissions de jeux de rôle on peut voir passer, où les mecs ils incarnent à fond le personnage, mais voilà, c'est vraiment de passer un petit moment dans l'univers d'Altern et tout en gardant cette mécanique un peu du jeu de cartes, que dans l'idée, j'ai déjà des petites idées du style chaque héros aura une certaine quantité de mana, la mana peut lui servir à jouer des cartes. Donc dès qu'il joue une carte, il perd du mana, Quand il a 0 de mana, il peut plus jouer de cartes, donc il doit se débrouiller tout seul. Dans l'idée toujours d'explorer du tumulte, potentiellement d'explorer la ville d'Asgartha, enfin de la région d'Asgartha et les différentes villes. Peut-être de combattre le Kraken, on ne sait pas, ça c'est une histoire qui viendra par la suite, mais dans l'idée c'était quelque chose comme ça. Je sais pas ce que vous pensez de cette idée là, s'il y en a qui seraient chauds d'en voir sur la chaîne et potentiellement d'y participer, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, l'idée ça serait, donc là ça serait plutôt fin 2025, parce que le temps que je m'organise pour créer le jeu de rôle, créer l'histoire, ou en tout cas adapter des règles de jeu de rôle à une mécanique qui me paraît cohérente avec Altern, créer l'histoire en question, trouver les joueurs, voir comment on va streamer tout ça. Ça peut prendre du temps, donc ça sera pas avant milieu d'année prochaine, je pense, voire fin d'année prochaine. Ça peut être une idée de faire ça si la fin d'année Noël ou en fin de saison ou en début de saison de 7, pardon, et voir ce qu'on peut faire avec, quoi. Mais voilà, c'était une de mes idées. Je sais pas si certains seraient intéressés par ça, seraient intéressés de voir ça. N'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me permet de savoir si ça peut être intéressant ou pas sur la chaîne, quoi. Ou si ça attire, parce que si ça attire pas, c'est pas non plus utile. Dans l'idée, j'aimerais bien aussi que ça soit potentiellement interactif avec le chat, c'est-à-dire que le chat pourrait avoir un effet sur le jeu. Il faut juste que je vois comment je pourrais le mettre en place, mais oui, ça peut être intéressant aussi d'avoir ça. En tout cas, je vous laisse me dire dans le chat là ce que vous en pensez, et ceux qui regarderont la rediff YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Mais voilà, ça c'est mon autre idée, mon autre projet un petit peu plus perso dans l'univers d'Alterne, mais qui m'associe une autre passion que j'aime bien, qui est le jeu de rôle. Un pouvoir, question au chat. Donc voilà. Voilà un peu les projets. Le croisement avec qui veut gagner des millions. Exactement. Je sais que ça se fait déjà un petit peu dans différents jeux de rôle, justement, ils peuvent choisir un peu les discours, voire même taper un peu la réponse qui pourrait être dite par tel ou tel personnage. On peut faire des votes sur qu'est-ce qui arrive aux joueurs, est-ce que ceci, est-ce que cela. Pas forcément un grand pouvoir, mais juste la possibilité de faire dévier l'histoire que moi j'avais prévu déjà de base, j'aurais pu avoir prévu de base, ou au contraire influer sur l'histoire eux-mêmes, tout en allant dans la même direction que j'allais, mais influer en fonction de eux ce qu'ils voudraient voir et tout quoi. Ça serait peut-être un peu compliqué à mettre en place, on le fera peut-être pas au début, mais ça peut être une idée, soit par la suite, soit même dès le début si j'arrive à le mettre en place. Et ouais, dans l'idée, j'aimerais bien en présentiel, mais après présentiel c'est compliqué parce que j'ai pas de setup portatif où je peux amener X caméras parce que là il faut au moins je sais pas combien on aurait de joueurs parce que je pense que je limiterais à 3-4 joueurs maximum, donc du coup il faudrait au moins 2 caméras minimum, voire 3 pour pouvoir filmer tout le côté de table, voir le dessus de la table aussi, donc ouais il faut au moins 3 caméras je pense, ou alors une caméra qui filme tout l'environnement large plus du dessus. Mais voilà, il faut au moins 2 caméras, voire 3. Il faut des micros cravatés, donc ce sera pas forcément tout de suite pour que le son soit nickel et tout. Parce que moi j'aime bien faire les choses carrées, pour ça c'est clair. Et c'est un projet qui me tiendrait à cœur de faire, si ça plaît. Donc à la limite, je peux pourquoi pas lancer un sondage, voir si ça intéresse. Alors même si je pense pas qu'il y aura beaucoup de votes vu que je connais pas très nombreux, mais ne serait-ce qu'avec les pouf, c'est là le sondage. Même si voilà, on n'est pas très nombreux, il faut pas hésiter à répondre, ça me permet de savoir. Hop. Et rôle. Ah, passer de ligne. Jeu de rôle Altered. Je vais mettre un troisième choix. On va faire Why Not. Allez, je vais mettre ça sur 2 minutes. Allez, commencer le sondage. Je vais faire ça, ça me permettra de voir. Je vais le réduire un petit peu le sondage. Voilà, le sondage est lancé. N'hésitez pas à dire ce que vous. Voir si ça vous intéresse ou pas. Mais en gros, ouais. Voilà un peu mes projets à moi. En autre projet, ça je peux vous le teaser un petit peu. Je suis en train de travailler sur une vidéo d'intro musicale et autres, aidé d'un ami. Donc ouais, qui permettra de paraître un peu plus professionnel, même si c'est pas le cas. Je fais ça chez moi tranquillement, dans ma chambre. Donc il y a rien vraiment de professionnel. N'hésitez pas à voter, encore une fois, il reste quoi? Il reste 1 minute, même pas. Il n'y a pas de vote encore. Mais ouais, n'hésitez pas à voter. Juste pour prendre la température. Je me doute que tout le monde n'est pas forcément fan du jeu de rôle. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Voilà un peu les petits projets, enfin les petits projets c'est d'organiser des tournois plus régulièrement. Le plus gros projet c'est en effet de créer ce jeu de rôle là. Si ça intéresse pas, je vais pas forcer le destin.
Sinon, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va peut-être essayer de parler de parler un peu des reveals qu'on a eu, notamment les Ice Boon, on les a tous eu en rare. Donc c'est why not, voilà, il n'y a qu'un vote, mais why not, donc ça peut être intéressant, peut-être pas en grande quantité, mais ouais, ça peut être intéressant d'en voir, ok, ça marche. En tout cas pour ceux qui ont voté. Ça marche, ça marche. Où est-ce que je peux avoir les reveals? Tac. Par là, ils étaient par là tout à l'heure. Non. Par là, je pense. Au niveau des reveals, du coup, il y a eu, on a vu tous les Icebound qui ont été révélés en rare transfuge. Donc on sait leur pouvoir, on sait en quoi ils sont transfuges, on va aller regarder ça. Tac, 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 tac. Alors, je sais qu'il y avait un lien de tout ici, là. Et là, je crois. Alors. Ok. Hop, c'est pas ça que je veux. C'est cet onglet-là. Donc. Premier Icebound, c'est celui de... Hop, je peux zoomer peut-être un peu plus. Yes. Celui de Axiom. Donc qui, on le rappelle, permettait de mettre... c'est qu'à chaque fois qu'on mettait une carte en réserve, qu'elle vienne de la main ou du deck, je pense qu'ils mettent main ou deck parce qu'ils anticipent potentiellement dans le futur des cartes qui vont passer de la défausse à la réserve potentiellement. Ou peut-être du mana à la réserve. Donc ça sera que de la main ou du deck quand ça va en réserve. Il prend un compteur trial. Quand il en a 3, on le sacrifie, on met un dragon et on peut redresser les cartes qui sont épuisées dans notre réserve. Donc ça c'était le permanent de base. On voit que la rare, elle coûte 1 de moins depuis la réserve. Donc on est content de l'avoir en réserve pour la jouer moins cher. Et qu'elle sera en Moona. Alors en Moona... j'ai du mal. Alors, à moins qu'ils mettent d'autres cartes qui vont mettre de la main en réserve ou du deck en réserve, c'est vrai qu'il y a les ravitaillements, mais Moona non plus n'est pas hyper réputé pour du ravitaillement. Après, ça peut booster. Ça va booster Rin. Marjoun, il met pas en réserve. Lui, il lui défausse la réserve. Donc, ça peut booster potentiellement Rin, mais c'est tout. Je trouve que c'est pas hyper efficient en Moona. Ça aurait été plus efficient en Lyra, typiquement. Parce que Fen, déjà, le fait naturellement. Après, ça aurait peut-être été trop fort pour Lyra. De par le côté Fen, le fait naturellement. Mais je trouve qu'en Moona, c'est pas hyper rentable. Hein. Après, vous me direz, c'est peut-être la faction la plus rentable après Lyra et pour pas que Lyra soit pété. Why not? Ça s'entend. Ensuite, le Icebound de chez Bravos. Donc le Bravos, c'est quand un personnage gagne Fleeting, fugace, du coup, on gagne un counter trial. Quand on en a 3, on défausse. Et on crée un jeton 555. Et en plus, toutes les créatures prennent un boost. Celui-là, moi, je le trouve vraiment très bien. Et là, il coûte 2 de la main, 2 de la réserve. Donc il est pas cher, c'est un chargé. Je m'attendais à ce qu'il soit en hors 10 pour avoir un autre chargé en plus chez hors 10. Mais là, en fait, il commence à mettre des chargés. Et là, il est chez Axiom. Et ça devient hyper fort, je pense, pour Trace. Le Trace ne fait que jouer ses cartes de la réserve. Du coup, les marqueurs vont arriver très vite. Et sachant qu'ils prennent déjà des boosts avec le Havre, qui potentiellement peuvent prendre des boosts avec... on n'a pas vu un permanent. Je crois qu'on a un permanent qui... Ah oui, non, c'est Bravos, mais il y a si celui-là, il est mis aussi en Axiom. Ça peut être vite pété, Axiom. Et notamment Trace. Là, Trace risque de prendre un sacré boost avec cette carte-là. Du coup, on joue des petites cartes qui partent, qui viennent de la réserve qu'on met sur le terrain. Lui, il nous met une 5-5-5. Et en plus, il booste tout le reste. Toutes les créatures, lui compris. C'est fort. C'est fort pour Axiom, je trouve.
Après, ça aurait été fort pour Ordis aussi, mais c'est très fort pour Axiom, ça va booster Trist, je pense, assez fortement. Ensuite, le Icebound de chez Lyra, qui quand on joue des stats à 0, on met un marqueur. Quand on a 3 marqueurs, c'est toujours pareil, on sacrifie, on met un jeton et on peut renvoyer un sort en réserve. J'avais piffé Izmir parce que le renvoi de spell de la réserve en main, c'est le typique de chez Izmir. Donc voilà. Par contre, ils gagnent le même pouvoir, il faut qu'ils jouent des stats à 0. Les stats à 0 chez Izmir, il n'y en a pas tant que ça. Hein. À l'heure actuelle, en tout cas, il n'y en a pas tant que ça, donc ça risque d'être compliqué à faire. When you play a character in a region type where its base statistic is 0. Ah, ou alors c'est quand on met une créature sur un terrain qui n'a pas de stats posées. J'ai l'impression que c'est plus ça, en fait, la compréhension de la carte. Je sais pas si c'est une créature qui a une base 0 ou si c'est un terrain qui a une base 0. Ça veut dire que j'ai pas de créature en face. Par exemple, j'ai 0 en plante, 1 en eau. Je mets 1 de plante. Bah, mon terrain type était à 0. Du coup, je prends un marqueur. C'est peut-être ça. Quand il parle de région type. J'ai l'impression que c'est ça. Donc si ça se trouve c'est ça, bah là ok en effet c'est jouable, mais c'est jouable par tout le monde. Mais ok c'est jouable pour Izmir. Et du coup pour l'IA ça peut être fort parce que du coup ils peuvent le faire en un tour là où Izmir aura peu de chances de le faire en un tour. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur les 3 biomes de départ, typiquement, vous mettez juste de la stat en eau, puis après de la stat en montagne, puis après de la stat en forêt, vous faites les 3 types, vous prenez 3 marqueurs et c'est fini. Là où Izmir, comme ils ont peu de cartes à 0, voire pas du tout, ils peuvent le faire en jouant une de chaque côté, ça fait 2 marqueurs et c'est fini. Ou alors il faut renvoyer une carte dans la main et le rejouer, etc. etc. Ou alors peut-être pour une Lindy, ouais, why not, parce que du coup, je joue, je prends un boost, je sacrifie, je rejoue par exemple la méduse, je remets un boost, je mets mon mot. Ouais, mais le mot il a pas de stat donc ça rapporte rien. Quoique si, ça marcherait. Hein. When you play a character in a region type, c'est quand on joue un personnage sur une région qui a une base de stats 0. Bah, mais mon mot, je le joue pas. C'est juste un pouvoir qui le met. Ok, je le joue pas. C'est difficile. C'est différent. Bref. Ça sera à confirmer exactement le pouvoir, mais j'ai l'impression que c'est plus ça. Ensuite, le Icebound Taiga, celui qui vient de Muna, qui quand on joue une créature sur un biome de plantes, on gagne un marqueur. Quand on a 3 marqueurs, on crée un jeton 5-5-5, blablabla, et qui gagne ancré. Et c'est ça qui est fort. C'est que c'est un jeton qui arrive, et 5-5-5 qui gagne ancré. Qui est donc, moi je trouve ça fort en Muna, parce que ce jeton-là, bah, c'est une 5-5-5 qui va pouvoir rester peut-être potentiellement indéfiniment, parce que ça coûte 0 de la main. Donc il peut l'ancrer. Donc ouais, c'est plutôt fort. Et du coup, c'est en Lyra derrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas en Lyra? On aime bien le ancrer pour un potentiel festival. En fait, ça peut être un tour où s'il nous manque ancré, on peut très bien essayer de faire trigger 3 fois le pouvoir. On met le 3e marqueur, ancré arrive. On a peut-être mis un dodo avec un Kodama, on a un fletching. On peut peut-être jouer festival derrière et paf, on a eu l'ancré gratos. Le festival qui peut faire autre chose à côté. Et dans ce cas, on pourrait partir sur le festival plutôt commun que rare. Moi, j'aime bien le rare parce que voilà, ça donne une des 3 conditions. Mais là, si on a ça, potentiellement, ça peut faire piocher pour continuer de piocher, quoi. Le Icebound Lake de chez Ordis. Donc, quand une créature non jeton rejoint l'expédition, if it's behind. Alors, c'est le if it's behind où je suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression que c'est si l'expédition est derrière. C'est ça. Je pense que si l'expédition est en retard, il prend un marqueur. À 3 marqueurs, on a un jeton 5-5-5 et une créature gagne slip, dodo. Donc ça me paraît assez fort. Après, Ordis a quand même assez rarement du retard. L'idée à Ordis, c'est quand même prendre... Enfin, en tout cas pour... là où c'est fort, je pense que c'est pour Gulrang. Hein. Pour Gulrang, c'est très très fort pour le coup. Gulrang aura du retard. Sigismar aura très peu de retard.
Si c'est ça, ça va booster Gulrang. Et on l'a en Izmir. Et en Izmir, c'est fort, parce que Izmir, il prend du retard, aussi. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, Izmir, ils ont combien de... 2 cartes transfuges. Ils ont 2 cartes transfuges, il y en a une Mouna, une Lyra transfuge. Ah, pour le moment, c'est Izmir qui a pris le plus de cartes transfuges, mais du coup, c'est quoi qui a pris? C'est Ordis qui a pas pris de transfuge. Là, je vois qu'Axiom a sa deuxième aussi. Donc le Icebound passe. Quand on épuise une carte en réserve, on gagne un counter. Donc à voir jusqu'à quel point sera fort cette méta de épuiser des cartes de la réserve. Si ça se fait facilement, bah ça va être un bon permanent, même si je le trouve trop cher en commun pour Izmir, donc je serai obligé de le jouer en rare. Même en rare, c'est une 3, là où les autres, c'est coûte 2. Je sais pas ce qui est mieux. Par contre, le piocher 3 cartes, c'est fort. Non. Non, une carte, pardon, j'ai rien dit. C'est une seule carte. Voilà. Et là, du coup, c'est du Axiom. C'est-à-dire que Bravos n'a pas eu de transfuge d'un de ses permanents. Et Ordis n'a pas eu de transfuge d'un de ses permanents. Okay. Voilà un peu les cartes qui avaient été révélées. Donc les Icebound. Les Icebound qui ont été révélés. Là, en effet, pour moi, quand je regarde ça, ça a l'air de booster un peu plus les... Alors, à part les Axiom, ou le Axiom qui vient de chez Bravos va extrêmement renforcer Traced, j'ai l'impression que le... Je vais y arriver. Que par exemple le Icebound Ordis va vachement renforcer Gulrang. Parce que si j'ai bien compris le truc, c'est si vous êtes en retard, ça peut même renforcer Warou du coup. Le Warou, il va perdre des expéditions au début, donc il peut être en retard. Donc le fait de dire ouais je suis en retard, mais c'est pas grave, je vais avoir une 5-5-5 qui à un moment donné va me faire avancer. Donc ça fort. Après dans Gulrang, là où c'est fort aussi, c'est que c'est un jeton 5-5-5 qui peut arriver du côté où on les jouait, qui va prendre un boost naturel de Gulrang, qui, s'il n'a pas eu de mana, va bloquer l'expédition, qui aura 6-6-6 pour bloquer une expédition, ce qui est très fort. Ce sera difficile à passer, donc ça veut dire que votre adversaire va devoir se construire de l'autre côté. Vous allez pouvoir mettre vos forces de l'autre côté pour dire ok, tu viens de l'autre côté, c'est pas grave, je vais prendre des jetons 2-2-2, je vais te mettre des créatures, je vais te bloquer l'expédition pour pas que tu avances. Et au pire, si on a 8 de mana, et ben la 6-6-6 va lui permettre de prendre une expédition facilement, et puis après derrière on va se construire de l'autre côté et on va prendre des expéditions de l'autre côté, quoi. Donc ouais, il y a un monde où cette carte là elle est jouée en Gulrang. Celle-là qui risque de renforcer, comme j'ai dit, Rin, hein, parce que ça sera... Ouais, c'est pas forcément Rin, mais ça va rendre Rin... Vu qu'elle a besoin d'avancer en forêt, elle va forcément jouer des cartes dans le côté forêt pour essayer d'avancer. Mais ça booste pas que Rin, pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez de ces Icebound. Est-ce qu'il y en a un qui vous marque plus qu'un autre? Est-ce qu'il y a des Icebound qui vous marquent plus qu'un autre? N'hésitez pas à me le dire. Là, moi, celui que je trouve vraiment très fort, c'est celui-là. Hein. Le fait qu'un personnage gagne fleeting, prend un counter, quand on a 3 counters, on fait un chargé. Notamment sur la version Axiom qui, je pense, peut être très très fort pour Axiom. Hein. Et du coup, alors c'est qu'une fois, hein, c'est qu'une fois, mais t'as un Havre, tu mets ça, t'es quand même content parce que du coup ton Havre va donner des boosts à toutes les créatures que tu vas jouer, qui viennent de la réserve. Ton jeton 5-5 va arriver, toutes tes créatures ont déjà un boost, tu vas redonner un boost à toutes tes créatures, ouais, je trouve ça vraiment très fort. Je trouve ça fort.
Peut-être pas en 3 exemplaires, mais en 1 slot ou 2 slots, pourquoi pas. Hein. Après, ça risque d'affaiblir peut-être un petit peu le fait de mettre en réserve, de défausser la réserve pour ravitailler, pour faire ceci, pour faire cela. Ça peut affaiblir un peu ça. Et ça met du gros body qui donne des expéditions potentiellement. Intéressant. Intéressant. Après, on n'a pas eu d'autres reveals. Donc là, la fin de semaine a été short. Ah, c'est fermé. Ok. La fin de semaine a été très très faible en reveal. Ils ont quand même bien révélé cette semaine avec tous les Icemoon qui ont été révélés. Donc c'est normal qu'ils en montent pas à chaque fois. J'espère que vous avez hâte de l'extension. J'ai vu qu'il y avait déjà des boutiques qui annonçaient des AP. Notre boutique à Longjumeau qui va faire 3 AP, je crois que j'ai vu passer. Au moins 3 AP, ça c'est sûr. Donc c'est plutôt bien. Donc ouais. Et voilà, les AP vont commencer à arriver. On a... Je crois qu'on... Les AP, c'était... chacun a... En fait, c'est un scellé. Donc c'est un scellé classique. C'est-à-dire qu'on aura tous 7 boosters. On fait un deck avec. On joue. Et on repart avec les cartes. De ce que j'ai cru comprendre de ma boutique qui m'en a parlé, on ne pourra pas acheter les cartes en avant-première. Ce qui est dommage parce que Star Wars permet de le faire. Là, on n'aura pas le droit de le faire. Ce que moi, je trouve encore dommage, c'est qu'il y a encore des restrictions. La boutique à laquelle je vais, moi, habituellement, ils ont commandé, je crois, peut-être 72 boîtes de display. Ils en ont eu la moitié. Et putain, on est sur le set 2, c'est dommage. Là, si on commence déjà à être en galère sur le set 2, ça va être compliqué. Alors, heureusement qu'il y a moins de cartes à avoir, donc il faudra moins de displays par joueur, mais quand même. La restriction commence à devenir un peu chiant pour les boutiques qui ont besoin de se créer une communauté, la communauté sortie de 7, on sait que c'est là où ils vont dépenser le plus. De se dire, ok, c'est très restreint au niveau des précommandes. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous comptez acheter des boîtes, vous, de votre côté, et combien de boîtes vous comptez acheter? Moi, je sais que je pense partir sur au moins 4 boîtes. Je pense partir même sur 4 boîtes, parce que même s'il n'y a que 100 et quelques cartes, il faut réussir à les avoir. Hein. Même avec 4 boîtes, je suis pas sûr de réussir à tous les avoir, mais après, il y aura les échanges possibles et tout. Puis après, il y a toujours les uniques. Hein. Enfin voilà, moi je pense en effet partir sur 4 boîtes. Je pense que je ferai de l'ouverture en live aussi pour ceux qui n'auraient pas pu découvrir, ça ne dérange pas de se faire spoil. Je pense qu'on fera un peu d'ouverture en live. Et qu'on fera un peu de deck build. Hein. Forcément à la sortie, il y aura beaucoup de deck build de partout. Je pense pas, moi, anticiper à l'avance ce que font certains streamers, c'est-à-dire je m'imprime toutes les cartes qui sont révélées et je commence à faire du deck build, à voir comment ça rentre et tout. Je suis tellement pas à fond là-dessus que j'aurais pas le temps de faire ça. J'attendrai de voir apparaître quelques decks et de me dire ok, je vais prendre ce deck là, je vais essayer de l'adapter à ma sauce à moi, voir si ça passe pas. Je suis plus dans cette optique là, moi de mon côté, que de deck tech et essayer de trouver le meilleur build et tout. Après, il y a de fortes chances que je travaille sur le Lyra, que j'aime beaucoup, que j'ai envie de voir avancer, notamment la Orac, avec le permanent à 1, enfin, le permanent Matos à 1, qui fait que toutes tes stats sont égales à ta stat la plus forte. Je trouve ça trop fort. Ça vraiment très fort. Ça comble le défaut de Lyra. Et en plus, le permanent, quand il joue de la réserve, il perd fletting, donc il peut revenir en boucle. Je trouve ça vraiment bien. Pour moi, j'ai peut-être pas une bonne vision, mais moi je le trouve vraiment fort. Je le trouve vraiment fort, notamment pour Orac ou même pour n'importe quel deck qui jouerait des permanents, des cartes à 0. Typiquement, Nevenka n'a pas spécialement besoin parce qu'il n'a pas des tonnes de personnages qui ont des stats à 0 pour lesquels c'est vraiment rentable. Mais une Orac, potentiellement, elle peut jouer de la navigatrice
qui a 0-0-4 va devenir une 4-4-4 pour un total de 3 de mana. C'est-à-dire tour 1, tu fais ton permanent, ou même tour 1, tu fais ta navigatrice. Si jamais le mec qui vient se mettre en face, tu peux venir le bloquer en disant ok, je joue mon petit permanent matos, j'ai 4-4-4 partout, tu passeras pas. C'est l'équivalent d'un match de 4 gears en fait, qui est un match de 4 gears rare, qui pour le coup est 4-4-4 pour 3 de la main. Et ben là c'est la même chose. Sauf que l'avantage c'est que vous n'êtes pas obligé de le jouer si jamais vous voyez que vous allez juste faire du 0 pour 0. Donc ouais. Non vraiment je trouve ce matos très intéressant, et au pire le matos reste et au prochain tour vous rejouez la navigatrice, et lui son match de 4 gears c'est du 1 donc. Vraiment, vraiment, je trouve vraiment pas mal. Je trouve pas dégueulasse. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, pour un petit récap rapide de ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai casté avec les Exalt ce week-end le Celebration Day. C'était vraiment cool. J'ai adoré, j'espère pouvoir le refaire parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire peut-être plus régulièrement, plus que de faire des tournois et autres. Je préférais presque, comme un tournoi Angers, je préférais presque être caster que joueur. Mais voilà, donc c'était vraiment cool. On a fait le débrief des decklists du tournoi justement, gagné par Spiritus à un Sigismar. Vraiment, vraiment bien joué. Mes projets de 2025, donc on va refaire un tournoi certainement en janvier. Il faut que je prépare le formulaire d'inscription, que je prépare un tournoi mais pour ça il faut que je joue avec les Exalt, savoir s'ils font un tournoi, à quelle date ils le font en janvier. Je crois qu'ils le font en janvier de toute façon. Donc ça sera à voir. Voilà, et le projet potentiellement jeu de rôle sur l'année 2025, donc là ça sera pour toute l'année 2025. J'ai pas prétention pour le jeu de rôle à outrepasser, on va dire, le lore, l'idée que pourrait avoir d'un jeu de rôle celui qui écrit les lores, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il est dans le futur, lui il aimerait bien potentiellement faire un jeu de rôle, mais là pour le moment il est pas focus là-dessus. Mais j'ai pas prétention à dire le jeu sera comme ça, comme ci, comme ça. Moi, je vais juste prendre avec ce que je connais du jeu de rôle, que je masterise déjà et autres. Je vais prendre un système de dés ou en faire un rapide, facile, etc. Dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir le jeu de rôle, de pouvoir s'amuser dans l'univers, de toujours utiliser nos cartes en disant voilà, là j'utilise mon mana, j'invoque Troupieror 10 à mes côtés pour qu'elle m'aide à explorer ce coin-là. Et là, on tombe sur un champignon, paf, on s'affronte, machin, peu importe. Il y aura du lancer de dés quand même. C'est ça le principe aussi, hein, c'est que même s'il n'y a pas de bataille pure et dure dans le jeu de cartes, l'exploration, le fait d'être plus fort, machin, c'est juste pour se dire ok, j'avance plus vite sur ce terrain-là, ok, il y a de la montagne, machin, ceci, cela. Mais en vrai, tu peux rencontrer, dans l'univers, tu vas rencontrer des créatures qui vont plus être hostiles. Typiquement, le Kraken, à la base, est une créature hostile. Et il a été défait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va pour cette zone de glace dans le set 2, hein, c'était dans le lore. Bah forcément il peut y avoir des affrontements et bah du coup c'est intéressant de peut-être mettre ça en scène aussi, mine de rien. Voilà. Voilà pour le live de ce soir. Je pense que je vais m'arrêter parce que je suis un peu fatigué, donc je vais aller manger et boire un truc, et après on verra. Peut-être que je vais certainement jouer avec mon collègue, on va jouer un petit peu ce soir, mais il n'y a pas cette concentration à avoir pour le live. Moi je vous dis normalement un mercredi. Il y aura certainement moins de live semaine prochaine parce que Noël oblige. Le 25 c'est un mercredi. Le 1er c'est un mercredi. Peut-être que le samedi je serai crevé. Il y aura des trucs à préparer pour le 31 et tout. Donc il y aura peut-être pas de live les 2 prochaines semaines. Ça sera à voir. Ça sera en fonction de la motivation, de la disponibilité. Mais en tout cas, je vous dis à mercredi. C'est pas impossible que mercredi ça soit pas du altered, sauf s'il y a du reveal. Et dans ce cas-là, on fera une session reveal, il n'y a pas de souci. Mais sinon, ça sera peut-être du Marvel Rival. Je ne sais pas encore. Ça dépendra des sorties de la semaine en termes de reveal. Voilà. Je vous dis une bonne soirée à tout le monde. Je vous dis à bientôt. Et bon appétit à ceux qui vont les manger. Ciao, ciao.